Bienvenue dans Faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle, c'est votre talk show sur tous les sujets qui vous concernent. Présenté par Mylène et Luc en compagnie de leurs invités, c'est Faut qu'on en parle et ça commence maintenant. Eh bien, bienvenue à toutes et à tous, nous sommes en direct avec vous pour votre émission Faut qu'on en parle. Nous allons donc plonger dans le monde fascinant des Jeux Olympiques de Paris 2024, l'événement le plus attendu de l'année. Et oui, les JO, c'est bien plus que des compétitions sportives, c'est un spectacle multisport exceptionnel qui va faire vibrer le monde entier. Tous les yeux seront braqués sur la France. Comment les athlètes se préparent-ils pour ces grands moments ? Quels sont les enjeux pour Paris et la France entière ? Mais ce n'est pas tout. Les coulisses des JO sont tout aussi passionnantes. Nos invités ce soir vous partageront donc leurs expériences et révéleront les défis et les succès de cette préparation colossale. Et bien sûr, on n'oublie pas les Jeux paralympiques, un autre moment fort, très attendu par les sportifs et le public. Cette émission, c'est aussi la vôtre. Participez en direct sur nos réseaux sociaux avec le hashtag FQEP ou laissez-nous un message sur notre répondeur non surtaxé 07 839 839 75. Et pour co-animer cette émission, je suis en compagnie de Mylène. Bonsoir Mylène. Bonsoir à tous. Faut qu'on en parle, le sommaire. Les Jeux Olympiques 2024 sont l'événement le plus attendu de l'année. Comment les athlètes se préparent-ils pour ces grands moments ? Quels sont les enjeux pour Paris et pour la France entière ? Comment la France se prépare-t-elle pour cet énorme événement et quels seront les impacts économiques et sociaux ? Les JO ne se résument pas seulement aux compétitions sportives. Découvrez les coulisses de cette énorme organisation. Nos invités partageront leurs expériences, révèlent les défis et les succès de cette préparation colossale. Les Jeux paralympiques sont également un événement très attendu par les sportifs et son public. Comment se déroule cette compétition ? Que l'on soit pro ou amateur, le parcours des sportifs est toujours différent. Comment devenir sportif de haut niveau ? Quels sacrifices ? Comment trouve-t-on sa reconversion éventuellement après sa carrière ? Nos sportifs en plateau raconteront leurs histoires. Tous les champions sont-ils reconnus à leur juste valeur ? Les clubs et les associations sont-ils suffisamment aidés ? Comment former et repérer les pépites de demain ? Le soutien des fans et le rôle des bénévoles sont essentiels pour réussir les Jeux. Comment rassembler et coordonner cette énergie collective pour créer une ambiance unique pour faire de cet événement mondial un succès ? JO 2024, c'est maintenant ? C'est tout de suite dans Faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle, les invités. Et nous recevons Lucienne Roch. Lucienne Roch, tu es présidente du comité olympique départemental du Var. Bonsoir Lucienne. Bonsoir. On aura Caroline Jouisse qui est nageuse en eau libre qualifiée pour les Jeux Olympiques Paris 2024. Bonsoir. Bonsoir à tous. On a Jaëlie Bali qui est jeune gardienne de handball qui fait son entrée au centre de formation de Toulon Métropole Handball. À distance. Bonsoir Jaëlie. Bonsoir. Nicolas Jouancer qui est membre du club hier Handi Basket et joueur sélectionné dans l'équipe de France. Bonsoir. Bonsoir. Et enfin Julien Geoffret qui est président du club de basket de Sanary. Bonsoir. Bonsoir. Faut qu'on en parle, première partie. Lorsque nous avons publié le sommaire de cette émission sur les Jeux Olympiques de Paris 2024 sur les réseaux sociaux, vos questions ont afflué. Sans plus attendre, découvrons ensemble les chiffres clés de cet événement exceptionnel. Faut qu'on en parle, les chiffres. Luc, est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres sur les Jeux Olympiques de Paris 2024 ? Oui, les Jeux Olympiques 2024, c'est une organisation colossale en chiffres. Ils se tiendront donc du 26 juillet au 11 août, représentant une véritable prouesse organisationnelle. Une édition pas comme les autres, avec 41 sites olympiques à Paris, mais aussi en région comme à Marseille et en Outre-mer. Pendant ces 17 jours de compétition, 206 nations s'affronteront dans 28 sports olympiques et 4 sports additionnels. Au total, c'est donc 329 épreuves qui verront la participation de 10 500 athlètes, soutenus par une armée de 31 500 volontaires. Avec 11 300 000 visiteurs attendus, l'événement promet donc d'être spectaculaire. En parallèle, c'est 26 000 journalistes qui sont accrédités et environ 8 000 de plus non accrédités qui couvriront les Jeux. Et concernant les Jeux paralympiques, tu peux nous en dire plus ? Les Jeux paralympiques, c'est vraiment un rendez-vous tout aussi impressionnant. Ils se dérouleront du 28 août au 8 septembre et s'annoncent également grandiose. Durant 12 jours de compétition, c'est 175 nations qui seront représentées dans 22 sports paralympiques, totalisant 540 épreuves. Pas moins de 4 350 athlètes participeront à ces Jeux, accompagnés donc par 13 000 volontaires. C'est près de 3 800 000 visiteurs qui sont attendus pour suivre ces performances exceptionnelles. Avant d'entrer dans les coulisses des Jeux et de la préparation avec nos invités en plateau, nous passons d'abord aux réactions de nos auditeurs. Faut qu'on en parle, les réactions des auditeurs.
Et on a Hugo du côté de Nantes qui nous dit « Les Jeux Olympiques, ça m'a toujours fait rêver, mais je n'ai jamais réussi à percer en athlétisme. Je me rattrape en les regardant à la télévision. » Claudette de Brest, tellement heureuse d'enfin accueillir les Jeux Olympiques à Paris. Voir tous ces champions se battre à la maison, ça va être magnifique. Hâte d'entendre la Marseillaise pendant les podiums. Et pour commencer cette émission, nous recevons donc le comité olympique qui est représenté par la Fédération du Var avec Lucienne Roch, sa présidente. Pouvez-vous, Lucienne, nous en dire plus sur ce que c'est que les Jeux Olympiques et pourquoi ça fait tant rêver ? Je pense on aborde effectivement les champions qui sont des stars d'aujourd'hui et qui font effectivement rêver de gloire, tout ce qu'on veut. Mais je crois que ce qui est important aussi, c'est que ces champions incitent la population à pratiquer du sport. Et je crois que c'est important aussi pour le développement du sport pour tous dans la population et notamment dans un but de santé. C'est très important. Les Jeux Olympiques, ça évoque quoi, Nicolas, pour toi ? Pour moi, c'est un rêve d'enfant. Je pense que ça fait un peu cliché dit comme ça parce que tout le monde dit ça, hein, mais c'est quand on va le vivre, c'est vraiment, on comprend ce sens-là. Et ouais, c'est plus un rêve de gosse parce que depuis tout gamin, je fais du basket et de voir les Jeux. Je me rappelle de Sydney où l'équipe de France avait performé, justement les Valides avaient performé, avait fait une médaille d'argent contre les Américains. Et ça m'avait fait rêver ce parcours. Donc là, de me dire que je vais faire les Jeux de Paris, c'est magique. On réalise peut-être pas trop. On réalisera surtout peut-être quand on sera là-bas directement à la cérémonie d'ouverture ou voilà quand on sera au village olympique parce que voilà on va essayer. C'est de là où la chaque fête moment. va être monumentale. C'est ça, c'est là où tu vas avoir l'adrénaline qui monte peut-être. On est en pleine préparation, donc c'est un peu compliqué. On est focus sur ce qu'on doit faire et sur tout ce qu'on doit faire pour se préparer et être au top. Caroline, on imagine que c'est pareil pour toi ? Oui, c'est la même chose. Après, moi je dirais que c'est un aboutissement en fait. Ça fait des années que voilà, on travaille on met les choses en place pour arriver à un objectif. Moi, c'est vrai que quand j'étais plus jeune, c'était un objectif qui était très lointain et hors de portée. Je vais faire mes premiers jeux à 30 ans, donc c'est quand même assez rare. Je suis vieille entre guillemets pour mes premiers jeux, mais voilà, c'est un aboutissement et j'ai hâte. Jaëlie, toi, ça te fait rêver les Jeux Olympiques ? Moi, ça a toujours été un objectif et c'est plus un rêve comme les autres. Et je pense que pour chaque sportif, ça reste un rêve et ça reste quelque chose à envisager. Hein. Clairement. Et Julien, toi, ton avis de non sélectionné finalement aussi. Les Jeux Olympiques, moi je suis basketteur aussi, donc j'ai joué au basket, je joue toujours au basket. Et mon souvenir, c'est la Dream Team en 92 à Barcelone. Et Sydney aussi en 2000. Mais les jeux, oui, c'est aussi plus la télé, de voir plein de sports en fait différents qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir régulièrement. Donc c'est ça qui est plutôt sympa. Et les JO, oui, avec les médailles d'or. Et puis on espère que la France va ramener beaucoup de médailles d'or cette année. Mais c'est certain même. Moi, j'en suis persuadé. Regarde, on a des champions en plateau. C'est sûr. Lucienne, quels avantages on a d'accueillir les JO en France en 2024. Quelles sont les valeurs, clairement, qui seront mises en avant ? Alors, bien évidemment, les Jeux Olympiques ont des valeurs et ça permet de les mettre en évidence parce qu'on n'en parle pas souvent. Mais par-delà les valeurs, cela fait quand même, ça contribue au rayonnement de la France dans le monde entier. Alors, je parlerai pas d'économie et de tourisme, mais ça fait quand même partie du jeu aussi, il ne faut pas l'oublier. Et puis, effectivement, ça permet de faire connaître, effectivement, ça a déjà été dit, des sports qu'on oublie souvent. Et c'est fort dommage parce qu'il y a des sports très intéressants, des sportifs de grands champions. Dans le Var, on en a beaucoup qui sont complètement méconnus aussi. Parce que par exemple, quel type de sport ? Ne sont pas, Le basket fauteuil. Oui, tu as raison. Prêche pour ta paroisse, tu as raison. Je vais dire peut-être le tir à l'arc, des choses comme ça, des sports dont on ne parle pas beaucoup. Et c'est vraiment dommage parce que ce sont aussi des sports très intéressants. Et les valeurs que souhaite véhiculer la France cette année pour les Jeux Olympiques ? On espère qu'on pourra véhiculer de vraies valeurs pour les Jeux Olympiques. J'en dirai pas plus pour l'instant. Ah, c'est secret ou c'est juste parce que... Non, je crois qu'on y travaille beaucoup là sur les valeurs. En préparant les Jeux, on travaille énormément sur les valeurs avec les enfants en particulier parce qu'il faudrait que ça reste finalement. Et en quoi les Jeux Olympiques, ça a un goût particulier par rapport à d'autres événements sportifs comme des championnats du monde Caroline ? Je pense que ça a été dit tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a plein de sports et ils ont tous lieu en même temps. Enfin, pas forcément en même temps, mais sur une quinzaine de jours. Et tous les athlètes auront l'opportunité d'aller voir d'autres sports.
Ça fait 1 an qu'ils essayent de créer ça. Il y a eu des week-ends bleus, il y a eu des événements comme ça où ils essayent en fait justement que différents athlètes de différents sports se rencontrent avant les Jeux pour vraiment souder cette équipe de France et que les résultats soient d'autant plus meilleurs après. Nicolas ? Alors moi, pour ma part, j'ai eu la chance de pouvoir participer à 2 championnats du monde et 5 championnats d'Europe. Et les Jeux, j'ai pas encore réussi à participer parce que ça fait 20 ans en fait l'équipe de France ne s'était pas qualifiée. Donc on n'a pas été qualifié d'office. On a dû passer par un TQP, un tournoi qualificatif paralympique. Et c'est encore plus beau parce qu'on a battu les meilleures nations pour pouvoir en arriver là. Et donc de participer aux Jeux, c'est plus fort en fait qu'un championnat du monde et qu'un championnat d'Europe parce que c'est vraiment le Graal pour un sportif en fait. Et pourquoi ? Parce que finalement, on se dit champion du monde, ça peut être pas mal, les Jeux. Parce que les Jeux, c'est justement toutes les disciplines, on en parlait tout à l'heure, c'est toutes les disciplines qui sont concernées, des disciplines connues ou méconnues. Et on m'a souvent raconté sur des athlètes qui ont fait les Jeux que le village olympique, c'était incroyable parce qu'on peut partager énormément avec plein de disciplines et plein de sports différents. Et je suis vraiment curieux de voir ça. Ouais, tu vas pouvoir échanger avec beaucoup de monde. Exactement, on va pouvoir échanger et par rapport à l'expérience de beaucoup de sportifs. Après, il y a le côté où il y en a qui finissent tôt, il y en a qui finissent plus tard. Il y en a qui sont déçus, il y en a qui sont tristes, il y en a qui sont heureux. Et ouais, on va vivre quelque chose qui est unique en fait, parce que le championnat du monde ou championnat d'Europe, nous, dans notre discipline, on est les seuls. Et là, il y a plein de sports différents, donc c'est cool. Est-ce qu'il y a une pression supplémentaire du fait que ça soit à Paris, plus d'attente peut-être ? Non, pour ma part, moi non. Mais personnellement, j'adore la pression, je m'en nourris. Et on avait le TQP justement en France, et c'est là où on a performé justement parce que ça nous a, on va dire que le public, nos familles étaient là, donc ça nous a poussé encore plus. Et je pense que pour tous les sportifs, je pense que ça doit être un peu pareil, d'avoir la famille et les proches juste à côté pour nous soutenir. Je pense qu'il n'y a pas mieux, c'est un propulseur pour performer. Caroline, ton avis sur le sujet, ça te met plus de pression ou pas, toi ? Non, ça me met pas plus de pression. La pression, je l'ai pas encore, honnêtement. Je pense qu'elle arrivera quand je serai sur Paris. C'est ça, quand tu vas voir le village olympique, les gens, tout ça. Mais ouais, non, j'espère qu'on sera poussé par le public. Alors nous, notre épreuve, elle est quand même tôt le matin, elle est à 7h30, mais j'espère que voilà, on aura quand même des gens qui... Il n'y a pas de raison, 7h30, ça va. Franchement, il fait jour, tout. Il fera tout le monde bon. va regarder. Il fera bon. Et il fera bon en plus, mais c'est ça. Effectivement. Et oui, on ne pouvait pas parler de Jeux Olympiques sans recevoir une athlète qui est qualifiée pour Paris 2024. On a donc le plaisir et l'honneur de recevoir ce soir Caroline. Caroline, donc tu es nageuse en eau libre. Est-ce que tu peux te présenter brièvement, nous expliquer ton parcours dans la natation et quelles ont été les étapes pour cette fameuse qualification ? Alors, l'eau libre, déjà, pour ceux qui connaissent pas, ça se passe en milieu naturel. Donc, on n'est pas en piscine. C'est des distances qui sont plus longues. Aux Jeux Olympiques, il y a le 10 km seulement. Sinon, en championnat du monde et en championnat d'Europe, il y a 5 km et 25 km. Donc, c'est vraiment du marathon ou de l'ultra-marathon, en fait. Et moi, me concernant, du coup, j'ai commencé en 2012 cette discipline. Je faisais partie, voilà, j'avais mon profil de demi-fondeuse, de ce qu'on dit dans le jargon, entre guillemets, de notre discipline. Et voilà, j'étais orientée sur le demi-fond. On m'a fait essayer cette discipline que je connaissais pas du tout. Et j'y ai pris énormément de plaisir parce qu'en fait, on est dans un élément naturel. Il y a plein de stratégies. La course, elle dure 2 heures. Donc, en 2 heures, il peut se passer plein de choses, en fait. Et c'est ça que j'ai vraiment adoré. Et j'ai fait mes premiers pas en équipe de France en 2016, championnat d'Europe, où je fais 3e sur 25 km. 2022, je fais championne d'Europe sur 25 km. Et je me suis plus focalisée depuis 2021 sur le 10 km, qui est du coup la distance olympique. Et l'année dernière, en 2023, du coup, je remporte une étape de Coupe du Monde parce qu'on a un circuit de Coupe du Monde qui a servi aussi de support pour nos qualifications en fait entre Français. Il fallait finir top 2 sur la Coupe du Monde qui était en décembre. Et après, top 13 au championnat du monde. Chose réussite. Merci. Effectivement, et bientôt on va te voir à la télé, et t'inquiète pas, il y aura du monde à 7h30 pour te regarder. Oui, sur place, j'espère aussi. Ah, sur place aussi, forcément, ouais. Mais beaucoup de monde. On a aussi donc Nicolas. Toi, Nicolas, tu vas aussi donc participer à ces Jeux Olympiques. T'es membre du club hier handi basket et joueur sélectionné donc pour l'équipe de France, dans l'équipe de France. Est-ce que tu peux donc te présenter brièvement et nous expliquer ton parcours et quelles ont été aussi les étapes clés pour devenir un para-basketteur de haut niveau comme toi? Alors, moi, à la base, je viens du Valide. Donc, j'ai commencé à l'âge de 5 ans le basket en Valide. Je suis passé par toutes les formations possibles. J'étais en sport-études. J'étais vraiment promu pour ça. Je devais être basketteur. Et à l'âge de 16 ans, j'ai eu un ostéosarcome au genou. Donc, on a dû m'opérer, mettre une prothèse. Donc,
plus possible de courir. À partir de là, c'était un peu compliqué. Le sport, j'ai tout mis de côté. Et un paratriathlète est venu me voir de Pau, qui a fait les Jeux de Tokyo et qui, là, je croise les doigts, j'en vois plein d'ondes positives, qui est parti au Canada au championnat du monde, il doit finir premier. Et s'il finit premier, il fait les jeux paratriathlon à Paris. Donc il est venu me voir pour me dire qu'il y avait du basket fauteuil. Donc j'ai essayé pour voir et au final ça m'a plu parce que c'est exactement les mêmes règles, les mêmes ballons, même lignes, même panier. Et puis voilà, après j'ai travaillé dur en regardant les meilleurs tout simplement. Et j'étais déjà en valide, j'étais en sport-études, donc on avait cette discipline en fait de travailler dur pour performer, pour progresser. Et je m'y suis mis à fond et puis voilà, j'ai joué à Pau pendant 2 ans et le Guérandi Basket est venu me contacter pour venir jouer ici en première division. Et puis voilà, je travaille très dur depuis déjà de nombreuses années. Une ascension fulgurante et depuis tout petit, voilà. Oui, tu as su te reconvertir du valide au para. Difficile parce que t'as rien lâché, quoi. C'est ça, c'est difficile quand on est gamin. J'avais 16 ans quand j'ai eu mon ostéosarcome, on me dit le basket c'est fini. Le chirurgien. Entre 5 ans et 16 ans, ça fait 11 ans que tu faisais du basket. C'est ça. Ouais. Et j'étais en sport-études, j'étais en équipe de France valide, en équipe de France espoir, en 98-2000. Et il m'est arrivé ça, donc c'est compliqué. En plus, le chirurgien, pour l'anecdote, me dit mais c'est pas grave, tu peux faire de la voile. Ouais, c'est pas pareil. Le basket, je voyais pas le rapport, mais tu vois la preuve, t'as rien lâché et au final, on va te voir au JO et tu vas gagner. Exactement. Et gagné. Et ça peut être une force aussi, justement, ce parcours. Ouais, clairement. Jaëlie, toi, tu es gardienne prometteuse, tu as 20 ans et tu intègres cette année le centre de formation de handball à Toulon. Ça représente quoi pour toi l'espoir de faire une carrière professionnelle et pourquoi pas un jour de participer aux Jeux Olympiques ? Alors, premièrement, pour l'instant, l'espoir de faire les Jeux Olympiques, honnêtement, c'est un peu très loin parce que j'aurais aimé devenir pro avant, si c'est possible. Hein. Je mets tous les espoirs pour. Mais il faut savoir que moi, je viens de la Guadeloupe, donc j'ai dû quitter chez moi pour pouvoir justement atteindre ce rêve de devenir handballeuse professionnelle. Et c'est vraiment une grosse aventure pour moi, c'est vraiment un gros objectif, un gros challenge. Et franchement, faut en avoir. Effectivement. Du côté du plateau, si Julien, toi tu es président du club de basket de Sanary, comment devient-on président d'un club associatif et quelle place a le sport clairement dans sa vie ? Alors on devient président pas par hasard, mais parce que je suis dans le club de Sanary, j'ai commencé le basket, j'avais 10 ans, 9 ans, 10 ans, j'ai commencé à Sanary en 91 et au bout de 30 ans de basket, à un moment donné, on m'a donné l'opportunité de diriger Parce que c'est quand même pas le même job, là, du coup. C'est plus le même plaisir. C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est un autre challenge, d'autres défis, de pression aussi, de travail. C'est complètement différent. Il y a l'ambition aussi derrière de mener un club associatif et surtout auprès des jeunes et des gamins, parce que c'est l'objectif, c'est ça aussi, c'est la formation des jeunes et qui prennent plaisir aussi à jouer en compétition, à l'entraînement. Donc c'est tout un... À partir de quel âge tu les accompagnes ? Parce qu'on a entendu Nicolas, il a commencé à 5 ans. Ouais, c'est ça. En fait, on a toute catégorie. Donc ça commence, l'école de basket, c'est 5 ans, 4-5 ans, jusqu'à le plus vieux licencié actuellement à 66 ans. Oui, et puis en compétition, en loisir, mais voilà. Donc il n'y a pas d'âge limite, on va dire, mais voilà, c'est toute catégorie, tout jeune, tout essentiellement des garçons, sauf l'année prochaine, en 2024-2025, sur la saison, il y aura 2 équipes féminines, en U11 et en senior filles. Caroline, comment on se met à la nage libre comme toi, alors que c'est un sport pas médiatisé ? Le basket, on en entend souvent parler, l'athlétisme, pareil. La natation aussi, mais la nage libre, pas du tout. Non, c'est vrai que moi, je me suis mis à ce sport par hasard, comme je disais tout à l'heure. C'est mon coach qui m'y a mis et c'est une discipline qui m'a plu, donc j'y suis restée et j'ai pas du tout fait ça en fait par rapport au niveau médiatique, parce que c'est vrai qu'il y en a pas. C'est vraiment une passion en fait pour moi, donc je le fais pour ça en fait. Je me lève tous les jours. On s'entraîne quand même très tôt le matin, on plonge, il est 6h30. Donc voilà, faut être passionné, il faut pas que ça soit une corvée en fait, et c'est pour ça que je continue ce sport, parce que vraiment ça m'anime en fait.
Et oui, sinon, si c'était pour le côté médiatique ou financier, non, évidemment, j'aurais pas choisi ce sport. Déjà, en partant, en étant une une passion, féminine, à la j'ai base. déjà un désavantage. Donc, Nicolas, on imagine que c'est pareil. Le handi-basket, c'est pas médiatisé, c'est pas réputé pour Ça tombe bah, très bien, gagner on en comme parle les ce soir footballeurs. en médiatique justement. Voilà, Exactement, en non, c'est radio. bien. Alors France Télévisions a promis à notre fédération qu'ils allaient retransmettre tous nos matchs en direct. J'espère qu'ils. C'est pas le encore dis acté, justement. en fait. Mais non, c'est normalement. Si, normalement, ils vont Ouais. nous retransmettre. Sur le TQP qu'on a fait, le tournoi qualificatif paralympique, pour le coup, on a été suivi par Beansport, qui a retransmis tous nos matchs et qui ont commenté tous nos matchs avec, je crois que c'était Grégoire Margoton. Donc c'était cool parce que voilà, il y a l'équipe TV aussi qui sur leur site internet. Ouais, donc Et ça vient ils doucement. ont mis un bout sur l'équipe TV en direct. Ils ont mis une deuxième mi-temps contre le Maroc qui nous qualifie. Mais au niveau national, non, c'est un peu compliqué au niveau médiatique. Donc on peut espérer ce coup-là que France Télévisions va le faire et qu'on va pouvoir suivre tous les matchs de l'équipe de France. J'espère. Jaili, toi, au contraire, le handball français, féminin comme masculin, est au summum depuis des années. La concurrence est rude. Ça te fait pas peur de te faire une place dans ce milieu en tant que professionnel, un milieu qu'on pourrait dire bouché dans des métiers traditionnels? Moi, je pense que là où je viens, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu énormément de chance parce qu'il n'y avait pas énormément de licenciés en Guadeloupe quand j'ai commencé. Donc, je suppose que si j'avais commencé maintenant, ça aurait été beaucoup plus dur d'en arriver là. Et pour le milieu professionnel, ben, c'est évident qu'il y aura de la concurrence, mais je dois y arriver. Hein. Faut rien lâcher, c'est ça l'idée, en fait. Effectivement. Est-ce que le sport est inné ou il faut pratiquer pour être bon? Par exemple, nager vite, Caroline, c'était plus facile pour toi que les autres ou pas? C'est clairement un travail acharné. Oui, non, c'est du travail. Moi, je suis née sans talent, on va dire. Je viens pas du tout d'une famille de sportifs de D'accord. haut niveau. Ouais. Mes parents sont pas du tout des sportifs, en fait. Ils nous ont mis mes deux sœurs, qui sont plus âgées que moi, et moi à la natation, là, qu'on n'appréhende pas ce milieu, en fait, qu'on n'ait pas peur. Et moi, j'y suis restée. Et j'y suis encore. Donc, non, c'est du travail tous les jours depuis de longues années. Et c'est à quel moment que tu réalises que les Jeux Olympiques, tu as le potentiel pour le faire et du coup que tu bascules sur sur le 10 km et plus aux 5 km ou 25 qu'on retrouve au championnat du monde? 2021, je me suis plus focalisée sur le 10 km. Donc c'est vraiment arrivé à ce moment-là, Ouais. pas avant? Non, donc c'est arrivé quand même assez tard. Hein. Mais voilà, je faisais du 10 km, je faisais du 25 km surtout, c'est ce qui m'a fait rentrer en équipe de France. Et voilà, je savais que il y avait que le 10 km, c'était la distance olympique. Donc si je voulais avoir des chances ou au moins pouvoir prétendre à quelque chose, fallait que je devienne pas une sprinteuse, mais un peu moins endurante et que je descende du 25 jusqu'au 10 et voilà, j'ai réussi, donc c'est cool. Nicolas, mettre le ballon dans le panier, c'est inné ou c'est du travail? C'est du travail. Mon père me disait, il n'y a pas de secret, faut s'entraîner. Donc c'est beaucoup de travail. Moi, pour le coup, je viens d'une famille de sportifs. Avec de sportifs, c'était que des basketteurs. Mon père faisait du basket, ma mère faisait du basket, ma grande sœur faisait du basket. Ah oui, tout le monde, Tout quoi. le monde. Voilà, je suivais mes parents, mon père ou ma mère à l'entraînement. Donc j'avais toujours un ballon de basket dans les mains. Donc je driblais, je shootais. J'ai grandi là-dedans. Donc c'est du travail, c'est beaucoup de travail de toute façon. Il y a des joueurs qui ont du talent quand même, mais qui le travaillent. Mais après c'est l'entraînement en fait. Hein. Des heures et des heures de C'est boulot tous les jours. Nous on s'entraîne tous les jours Ouais, encore bien maintenant, sûr. même si on arrive à un certain niveau, il faut toujours continuer à travailler. On Donc, imagine qu'il y a encore plus de travail quand la famille est déjà dans ce milieu-là. Bien sûr, c'est une forme de pression. Ouais, ce que j'allais te dire. Ils se Moi, mettent quand la pression. c'est ça. Donc, on se dit, je vais être au même niveau que mes parents ou que mon père qui joue en régional. Et je voulais être à son niveau, donc je l'ai dépassé. Donc maintenant, Je pense que là, il doit être fier. et au bout d'un moment, je l'ai battu au niveau du shoot. Donc, C'est mort. C'est mort. Plié, terminé. ouais. Non, mais c'est du travail. Non, il n'y a pas de secret. Hein. C'est beaucoup d'entraînement. Ça, c'est pour toutes les disciplines sportives, je pense que. Mais surtout quand on a des niveaux comme les vôtres, hein, tous les deux, c'est clair. Ouais, mais c'est toujours même si on a atteint un niveau où on se dit que il y a des adversaires, s'entretient, en ils ont fait. du mal à défendre maintenant sur nous, des joueurs par exemple c'était des exemples pour moi quand je suis arrivé au basket fauteuil et maintenant je vois ils galèrent pour défendre sur moi. Mais c'est quand même un travail où on se dit que il faut quand même continuer, il faut encore plus performer, moi je suis dans le truc où il faut tout en apprendre tout le temps en fait.
Quand le sport n'est pas énormément montré à la télévision, comment les sportifs font pour en vivre ? Comment on peut mettre plus en avant la discipline ? Et est-ce que les Jeux Olympiques de Paris, vous pensez, vont avoir un impact positif sur tout ça ? Moi, j'espère. Déjà, le lieu sera magnifique. Hein. On part du pont Alexandre III, on est à côté de la Tour Eiffel. Donc, oui, on nage dans la Seine. Oui, ça fait polémique en ce moment. Mais le lieu est quand même magnifique. Donc, je pense qu'au niveau communication, ça sera super. Et j'espère vraiment que ça va donner envie à des gens de faire notre discipline, que médiatiquement parlant, ça fera le job. Et que derrière, en fait, il y aura pas mal de retombées. Et sinon, à côté de ça, moi, en fait, je m'entoure de sponsors, je cherche des sponsors, je cherche des partenaires et j'ai un travail depuis 2 ans parce que c'était plus possible, en fait. Les sponsors, c'est à vous d'aller les démarcher en tant que sportif ou alors il y a des encadrants qui vous dirigent ? Alors moi, je le fais toute seule. La fédération m'a proposé un manager il y a 2 semaines là au championnat d'Europe. Donc j'avoue que c'était un peu tard en fait. Enfin, on est à 2 mois des Jeux, donc les graines entre guillemets ont déjà été lancées depuis février que je sais que je suis qualifiée. Et non, j'ai toujours fait. Enfin, depuis 2019, je fais ça toute seule. Après, plus les Jeux se rapprochent, plus je pense qu'il faut laisser la main à quelqu'un. Donc, j'ai de la chance, j'ai quelqu'un qui m'a approché et qui m'a dit qu'elle pouvait m'aider. Et j'en suis très reconnaissante. Donc, depuis quelques mois, maintenant, je travaille avec quelqu'un. Mais c'est vrai que, au début, je faisais ça toute seule. Et ça aide d'être qualifiée aux Jeux Olympiques ? Pas tant que ça. C'est parce que t'es pas encore trop sur le devant de la scène. Ouais, c'est ça, exactement. Je pensais vraiment que ça changerait quelque chose. Et en fait, non, les partenaires que j'ai aujourd'hui, c'est les partenaires que j'avais avant ma qualification. C'est des gens qui ont cru en moi dès le début. Et, mais c'est ça qui est beau aussi, c'est que c'est des gens, en fait, qui ont investi sur moi, entre guillemets, avant que j'ai ma qualification, avant que quoi que ce soit se passe, en fait. Donc, ils te suivent, ils continuent à te soutenir, du coup. Ils me suivent, ils continuent à me soutenir et voilà, ils sont bienveillants et ils sont pas là juste, en fait, pour la qualification olympique. Ils ont toujours été là. Donc c'est top et c'est d'autant plus motivant, je trouve. Au moins, l'avantage, c'est que tu sais qu'après, si jamais, comme tu vas cartonner et qu'on va te voir sur les podiums, tu sais qu'ils te lâcheront pas et que c'est vraiment des partenaires fidèles. Ils vont pas profiter d'une éventuelle notoriété comme il pourrait y avoir, on pourrait imaginer, bizarrement, si t'es en haut du podium, tu vas voir tout le monde qui va te tomber dessus. C'est ça. Tu sais que ces gens-là, c'est des gens qui te lâchent pas, quoi. Non, c'est ça, exactement. Et puis après, on espère forcément que s'il y a de bons résultats, il y ait des nouveaux partenaires qui viennent. Mais je pense que les plus importants, c'est quand même ceux qui étaient là depuis le début et c'est ça qui rend le parcours magnifique aussi, quoi. Et justement, par ce manque de visibilité, t'as pas l'impression aujourd'hui ou au cours de ta carrière d'avoir été pas suffisamment reconnu à ta juste valeur ? Est-ce que tu penses que les nageurs en eau libre reçoivent aujourd'hui la reconnaissance qu'ils méritent ? Non, je pense pas. Et je pense que au sport féminin, c'est encore pire, en fait. C'est-à-dire que si les hommes font des résultats en eau libre, on en parlera. Si les femmes en font, on n'en parlera pas forcément. On est encore loin de l'égalité homme-femme. Ouais, non, c'est ça. C'est vraiment un problème aujourd'hui, je pense. Et j'espère que les Jeux, il y a la parité. On en a parlé. C'est les premiers Jeux de l'histoire où il y a la parité. J'espère qu'il y aura aussi un élan pour le sport au féminin pendant les Jeux et en fait après. Que c'est juste le début, en fait. Lucienne, par rapport à la parité, qu'est-ce qui a été mis en avant au cours de ces dernières années ? Alors là, effectivement, c'est un très, très gros problème aujourd'hui. On a beau avoir beaucoup de paroles, on a beau le dire, mais si on regarde la réalité, c'est très compliqué, notamment au niveau des ressources, au niveau des reportages télévision, etc. Parce qu'effectivement, les femmes ont beaucoup plus de mal à vivre avec le sport et à s'en sortir. Et c'est très compliqué. Alors, je dirais pas qu'on n'a pas fait de progrès quand même. Ah non, ça évolue. On a fait d'énormes progrès, c'est qu'il faut quand même dire. Mais il y en a encore beaucoup, beaucoup à faire. Et nous, au niveau et dans les femmes dirigeantes, n'en parlons pas. Et vous pensez que c'est vraiment lié à la médiatisation, en fait, le fait que ce soit moins médiatisé les sports féminins, les gens ils font moins attention ? Je crois que c'est surtout un phénomène de société. La médiatisation n'est que le reflet de la société. Mais souvent les médias, on va dire, influencent et influent fortement, en fait. Le fait qu'ils diffusent tel type de match, etc., et tel type de sport, ça influe quand même. Bien évidemment, mais je pense qu'il faudrait peut-être un peu plus de reporters féminines pour les sports, parce qu'effectivement, elles feraient passer davantage de femmes. Je pense que c'est parfois aussi des phénomènes inconscients, tout simplement, de société. Et donc, il faut le mettre à la hauteur de la conscience pour faire évoluer. On parle du coup de parité, mais il y a aussi tout ce qui est sport valide et handisport. Le handisport, malheureusement, on en parle très très peu.
Aujourd'hui, quelle place ça a dans ta vie, Nicolas? Est-ce que tu peux en vivre? Est-ce que toi aussi, tu dois chercher des partenaires? Comment ça se passe de ton côté? Alors moi, c'est exactement pareil. J'ai des partenaires privés, donc Fidèles? Oui, fidèles, oui, exactement, qui pour le coup sont arrivés depuis que je me suis qualifié. Donc c'est super agréable, c'est motivant. Il y a du local en plus, donc des entreprises locales. Donc c'est agréable. C'est pas, on n'en vit pas. C'est pour nous aider, voilà, dans notre quotidien, pour des frais nous on a des fauteuils de sport, donc ça coûte très cher. Une soudure quand on casse un truc ou quand on veut remettre un truc à c'est vraiment spécial, quoi. Spécialisé. On est les pneus, les chambres à air, tout ça, c'est de la mécanique aussi. Hein. Et ça a un coût. Donc heureusement certains partenaires sont là pour m'aider, donc c'est cool. Mais après sinon moi je suis embauché par mon club en tant qu'animateur initiateur et voilà, donc le basket, grâce à ça j'en vis, mais on n'est pas des Kylian Mbappé. Hein. C'est un peu compliqué pour nous, on n'est pas. On aimerait, mais on n'est pas. Ouais, mais c'est encore. Après, C'est c'est parce tant que le foot est plus médiatisé, c'est clair. Ouais, mais tant qu'on n'est pas Ouais, médiatisé, je pense que si après au moment des jeux, peut-être il y aura une retombée, comme on disait tout à l'heure, peut-être ça sera qui peut être lié différent. effectivement aux performances. Si vous performez bizarrement, là, ouais, Oui. on va vous voir. C'est sûr, parce que nous on a eu la fédération qui sont venus nous voir au dernier stage qu'on a fait à Talence. Ils nous ont expliqué en fait pour qu'on ait des subventions, plus de subventions ou des gros partenaires, il faut qu'on fasse partie d'un cercle. Ce cercle, c'est le cercle des sportifs. Je sais plus comment ils l'appellent. C'est le cercle, ils appellent ça. Mais pour faire partie de ce cercle, il faut avoir gagné une médaille et confirmé soit un championnat d'Europe, un championnat du monde. Ah oui, il y a un Donc, ticket d'entrée, on va dire. Voilà. Pour entrer dans ce cercle, pour avoir des partenaires, performances. que ce soit le Coq, que ce soit des grosses marques en fait, de Toyota, des marques. Je sais pas s'il faut dire des marques. Non. T'en as dit plusieurs, ça va. C'est bon, plusieurs. Milka, Nestlé, Voilà. n'importe quoi. Et mais sinon ouais, c'est compliqué pour avoir des gros partenaires. Enfin pour nous, moi en tout cas. Jaili, toi, tu es originaire de Guadeloupe, donc pour espérer devenir professionnel, tu as dû rejoindre la métropole. On imagine déjà que c'est un choix compliqué, mais en plus, ça doit coûter cher. Quel sacrifice tu as dû faire pour te consacrer pleinement à ta carrière sportive? Moi, j'ai dû justement mettre un frein un peu sur mes études. Enfin, comparativement à certains, j'ai pas arrêté, mais j'ai pas pu faire, on va dire, les études que je voulais parce que le handball, c'est mon premier rêve, on va dire. Et donc, j'ai dû me dire que si je veux devenir handballeuse, enfin, je pouvais pas faire des études qui ne rentraient pas en cohésion avec mon sport. Et financièrement, de passer de la Guadeloupe à la France, ça a un coût. On imagine que tu as envie de faire des allers-retours pour voir ta famille. Est-ce que tu es aidée sur ce point-là? Bien sûr, enfin, dans mon ancien club, j'avais droit à un seul billet d'avion pour voir ma famille, mais heureusement, mes proches, j'avais des proches en Île-de-France, donc dès que j'avais un petit coup de blues, je prenais le train et j'allais les voir 1 fois, 2 fois dans l'année. Et là, à Toulon, pareil, il me semble qu'ils m'offrent des billets d'avion. Donc, j'espère pouvoir voir ma famille le plus de fois possible parce que, comme on le disait en début d'émission, la famille, c'est hyper important. Et surtout moi qui suis encore jeune, enfin, qui suis jeune, j'ai vraiment envie d'avoir mes parents pour me réconforter quand ça va pas. Julien, les pépites en premier comme Jelly, ce sont les associations locales, les entraîneurs qui les repèrent. Est-ce qu'on voit tout de suite le potentiel d'un joueur? Est-ce qu'on se dit, lui, il y a quelque chose, lui, il va pouvoir faire quelque chose de grand et peut-être un podium olympique un jour? Lui ou elle, tu vois, cette histoire. Non, mais c'est On y vrai. est, merci. On y est. Mais c'est vrai. Bah en alors fait, Mylène, quand même. Je dis que c'est culturel. Non, mais c'est vrai, c'est fou. Une phrase, ça sort naturellement, on parle de lui. Pourquoi au masculin? Juste avant, on parlait de ça, effectivement. Bah après, oui, en effet, c'est culturel et tout, mais c'est vrai que sur les associations sportives, on a du mal des fois aussi à fédérer, à mobiliser les jeunes filles sur les sports en basket. C'est pas toujours évident. Alors je fais juste une petite parenthèse, mais sur les filles, parce qu'on rebondit sur ça, mais sur les filles, sur les petites catégories, il peut y avoir la mixité, mais après arrive un certain âge où c'est plus possible. Sauf qu'il n'y a pas assez de filles, et donc soit elles arrêtent, soit elles doivent aller dans d'autres clubs, et c'est pas toujours évident. Et pour revenir après sur la pépite, on va dire, là on va être plus sur la compétence de l'entraîneur et de la vision des entraîneurs que l'on a, des encadrants. Donc c'est aussi important dans un club associatif
de trouver le bon encadrant. Et ça court pas les rues. Donc c'est aussi un travail aussi en amont d'aller chercher ces entraîneurs qui, eux, après, avec leurs compétences, leurs qualités, leur vision, arrivent à déceler un joueur qu'on va essayer de former dans un premier temps dans le club. Et puis après, si on voit que notre club, en fait, est limité parce que ce jeune ou cette jeune fille doit aller dans un autre club qui a plus de moyens, plus de structure aussi, d'encadrement, d'équipement, etc. C'est aussi le pousser pour aller vers plus haut. Mais voilà, c'est pas toujours évident. Et puis il y a aussi, c'est confronté aussi, alors là, c'est une petite parenthèse, sur les parents qui ont de plus en plus tendance aussi à penser que leurs enfants, alors c'est aussi normal, hein, parce que c'est nos enfants, ouais, on a envie qu'ils soient les meilleurs, mais que ça soit, alors dans le basket, c'est, alors fut d'un temps c'était Tony Parker, maintenant c'est Wembanyama, j'ai écorché le nom. Dans le foot, c'est voilà. Merci Nicolas. C'est Mbappé, etc. Donc c'est aussi nous encadrants et dirigeants à faire attention à ça et à préserver aussi les enfants. Ils se voient pas trop haut et pas cramer les ailes trop vite et retombent après déçus, etc. Donc voilà. Caroline, c'est un problème qu'on n'a pas en âge libre, ça. Enfin, on n'a pas d'idole forcément qui est médiatisée ou comment ça se passe? Non, après, je pense que Marc-Antoine Olivier, quand même, a bien fait connaître notre sport. Il a eu une médaille aux Jeux Olympiques en 2016. Il a participé à Tokyo. Là, il sera à Paris. Donc, c'est quand même, je pense, la figure de notre sport. Il est masculin, mais c'est la figure de notre sport. Après, oui, c'est... Ouais. C'est pas simple. Non. Ouais, c'est clair. C'est pour ça on en parle. Justement, faut qu'on en parle ce soir et on parle de tous ces sports effectivement qu'on médiatise peut-être pas assez. Alors justement, on parle souvent des athlètes, mais aussi on devait recevoir Aude ce soir, qui n'est pas parvenue à se qualifier pour les JO, mais qui est partenaire d'entraînement en fait. On a aussi des sportifs incroyables, des entraîneurs, un président de club. On parle très rarement d'eux, on vient de le dire, c'est clair. On vous met en avant ce soir. Pourtant, sans vous, tous les clubs associatifs n'existeraient pas. Quelle implication ça demande, Julien, ça, au niveau associatif? Jour, nuit, week-end, tout le temps? Non, parce que sinon ma compagne, ça serait compliqué. Mais non, ça demande beaucoup de temps. C'est surtout en plus c'est une activité bénévole, donc c'est en plus du temps de travail journalier quotidien. Donc il faut trouver du temps, se dégager du temps. C'est pas toujours évident. Les week-ends, forcément, sur la saison sportive qui commence, qui s'arrête jamais vraiment, mais qui commence vraiment en septembre jusqu'à juin. Oui, c'est beaucoup d'être présent sur les week-ends. C'est un investissement. Oui, personnel. Oui. Donc c'est aussi une volonté personnelle, c'est aussi une ambition personnelle de promouvoir le basket, en l'occurrence moi, parce que c'est le basket. Donc le sport, que le club vive aussi, perdure. J'en profite, je fais un peu de pub, mais l'année prochaine, le Sanary Basket Club fêtera ses 40 ans d'existence, donc c'est pas rien. Et ça a tenu jusque-là. Et donc, nous, on est là encore pour continuer cette aventure. Mais oui, c'est un gros investissement. Je vais rebondir sur ce qu'il dit, justement. J'ai été dans le basket, tout pareil, c'est la même discipline. Et je pense que dans tous les sports collectifs ou tous sports confondus, tout ce qui est bénévole, personne qui travaille dans un club, c'est précieux, en fait. Donc, c'est ce qui fait vivre un club et quand on a des personnes qui sont dévouées tous les week-ends ou la semaine qui font sur leur temps libre, c'est incroyable. Et c'est vrai qu'on on les remercie, mais je pense qu'il faut vraiment les remercier énormément parce que sans eux, le sport n'existerait pas en fait, tout simplement. C'est pour ça qu'on voulait en parler, être à l'honneur, effectivement. Ouais. Lucienne. Moi, je voudrais rajouter que par rapport aux bénévoles, on parle de la passion des sportifs pour avoir des médailles, mais je pense que les bénévoles aussi travaillent par passion, s'investissent par passion de leur sport, mais aussi peut-être par passion des autres, parce que aussi ils donnent de leur temps, mais aux autres. C'est finalement une action citoyenne quelque part, mais ils sont aussi menés par la passion, sinon ils ne le feraient pas. Et je voudrais parler des arbitres aussi. Oui, vas-y. Parce que des arbitres, on n'en parle pas assez, mais ça, les arbitres, il n'y a pas de sport. Et eux, par contre, effectivement, on sait qu'il y a des difficultés aujourd'hui pour trouver des arbitres. Ils ne sont pas du tout valorisés, et ça, c'est vraiment dommage. C'était juste une remarque en passant. C'est bien, on en parle, effectivement. Il n'y a pas de souci. Est-ce que, est-ce que le comité olympique a un rôle, on en parlait tout à l'heure, dans la médiatisation du sport?
Est-ce que vous avez un poids? Est-ce que... Au niveau du département, pas grand-chose, je pense, hein, mais on fait ce qu'on peut. Mais au niveau national, il y a une chaîne spécifique quand même. Le Comité national olympique fait un gros effort avec une chaîne, je dis, avec une chaîne médiatisée. Maintenant, effectivement, le monde olympique est pas fort connu. Hein, la structure olympique est pas fort connue, à part les Jeux, mais on ne sait pas du tout comment ça marche dans les structures. Hein. Au Comité départemental olympique, on ne sait pas trop à quoi il sert. Hein. Je vous expliquerai si vous voulez, mais nous on est là surtout pour soutenir la base et les bénévoles essentiellement, et aussi pour les former, leur donner des compétences pour que les clubs fonctionnent correctement. C'est ça notre mission essentielle. Et en quoi les Jeux Olympiques sont un événement qui servent à promouvoir les sports paralympiques, les sports peu médiatisés, et on l'a dit, les sports féminins. En quoi les Jeux Olympiques apportent plus que des compétitions autres? Déjà, il y a la médiatisation de sports qu'on ne médiatise jamais. Au moins, là, c'est l'occasion de voir d'autres sports et peut-être de découvrir des talents, des futurs talents, des jeunes qui susciter des vocations. Hein, susciter des vocations. Quand ils voient des sports qu'ils ne connaissaient pas, ils peuvent se dire « c'est bien, ça m'intéresse ». Donc, je crois que ça, c'est un des rôles importants aussi. C'est ça qui est malheureux et souvent frustrant quand on fait un sport qui n'est pas forcément médiatisé ou on parle pas souvent de nous. On s'entraîne quand même tous les jours. C'est des entraînements durs. Oui, c'est le même boulot que des sports ultra médiatisés. En fait, c'est pareil. On parle des professionnels que en valide, en basket, qui s'entraînent tous les jours. En fait, nous aussi, on s'entraîne tous les jours. On est tout le temps en train de s'entraîner. On fait soit la muscu, que ce soit du renforcement musculaire, du cardio. Et c'est un travail de quotidien. Et ça peut être un peu frustrant quand on voit certains sportifs qui font exactement la même chose que nous et qui sont plus médiatisés. Voilà, parce que le boulot, en fait, c'est le même derrière, clairement. Exactement. Tout athlète, peu importe le sport qu'il fait, il bosse énormément. Exactement. On a énormément parlé de sport ces derniers mois en France. Est-ce que les clubs associatifs, vous avez vu pour l'instant une hausse de licenciés ou une mobilisation plus importante, ou ça viendra après l'événement? Non, je pense que ça viendra après l'événement. On l'espère, on va voir après. Bon, ça on verra, je pense, en fin d'été, début de la rentrée, voir si ça a un réel impact. Après, je pense que ça serait corrélé aussi aux résultats des équipes de France. Alors, dans mon sport, le basket, mais je pense pour tous les autres sports aussi, ça a un impact si on finit sur la plus haute marche du podium ou au moins sur le podium déjà aussi en finale. Ça va drainer des joueurs et des joueuses derrière, des vocations, des envies, ce que disait Nicolas. En effet, plus c'est médiatisé. C'est vrai que les Jeux Olympiques, c'est tous les 4 ans. C'est vraiment un gros événement le plus gros événement sportif, puisqu'il y a tous les sports. Et si ça peut donner des vocations derrière, c'est la encore responsabilité mieux, aussi, nous, en tant qu'athlètes, qu'on doit performer pour faire parler de notre discipline. Oui. Et si derrière, il y a un gamin qui te dit je vais faire de la nage, je vais faire comme toi, c'est cool, voilà, c'est gagné. Et c'est les retombées, après, on verra. Mais nous, en tant qu'athlètes, il faut qu'on performe pour qu'on puisse parler de nous. Et... Ça peut permettre d'être un levier, ouais. S'il y a des performances, ça peut être un très bon levier derrière. Mais je vais donner juste l'exemple, quand il y a eu les champions du monde de rugby, le comité a vu ses licenciés bondir, exploser. Ouais. Et je pense qu'effectivement, avec le Covid, on a eu quand même une mauvaise passe. Mais moi qui assiste à de nombreuses assemblées générales de comités, la tendance générale est à une augmentation quand même de pratiques et de licenciés. Et je pense qu'avec les Jeux, ça va être effectivement quelque chose de très important. On s'y prépare. Ouais, et en plus du fait qu'il soit en France et aux horaires normaux, ça va permettre de mettre un gros focus sur la plupart des jeux et les gens vont des disciplines, et les gens vont peut-être en regarder beaucoup plus qu'avec des jeux qui seraient avec des horaires décalés. Je voudrais aussi insister sur l'énorme travail que fait le comité d'organisation des Jeux aujourd'hui en France, qui est pas forcément médiatisé comme ça, mais pour faire la promotion des pratiques sportives chez les enfants et dans la population en général, il y a énormément d'efforts avec les labels Terre de Jeux aux communes, avec tout ce qui est fait aujourd'hui, les concours lancés par le COJO, qui contribuent à énormément faire la promotion des pratiques sportives. Jaili, toi tu fais un sport qui est médiatisé, le handball, on le rappelle. Est-ce que c'est des Jeux Olympiques, est-ce que c'est les performances des athlètes qui t'ont donné envie de te tourner vers ce sport-là ? Pas du tout. Moi, c'est ma mère qui faisait du handball depuis toujours, d'ailleurs. Elle joue encore. Elle a 54 ans, elle joue encore. D'ailleurs, j'ai pu jouer avec elle à l'époque où j'étais en Guadeloupe. Donc, c'est plus en étant petite sur les terrains, voir les grandes jouer toujours.
voir les performances, ça m'a donné envie de faire ce sport. Très bien, mais on se retrouve dans quelques petites secondes. Retrouvez tous les replays de nos émissions sur notre site internet fautquonenparle.fr ainsi que sur Spotify, Deezer et Apple Podcast. Faut qu'on en parle. Caroline, toi, donc tu es qualifiée pour participer cet été au JO. Ta première qualification arrive sur le tard, à 30 ans. Que ressens-tu quand tu imagines que tu vas représenter la France au JO ? Alors, j'ai mis énormément de temps à réaliser déjà que j'avais ma qualification. Nous, ça s'est fait en 2 temps. Donc, la première partie en décembre, la deuxième partie en février. Donc, ça a été officiel, entre guillemets, parce qu'après, il fallait que ça soit validé par le CIO, tout ça. Mais non, j'ai mis énormément de temps à réaliser et je réalise que je suis au jeu quand même, heureusement. Mais je pense que je vais vraiment réaliser le moment où j'arriverai en fait là-bas. Donc, nous, on sera pas dans le village olympique. On sera logé à côté et on fera pas non plus la cérémonie d'ouverture. Donc tout ça, en fait, toutes ces choses qui peuvent nous permettre de vraiment rentrer dans la compétition, etc., on les aura pas parce que voilà, faut aussi se protéger. On est le 8 et 9 août, donc c'est sur la fin. C'est un choix personnel de pas faire la cérémonie d'ouverture ou une consigne ? En fait, ça a été vu avec la fédération et tout le monde était d'accord. Que ce soit les athlètes, que ce soit les entraîneurs, voilà, ça a été une décision, ça a été pris en commun et voilà, tout le monde était pour. Je pense que voilà, c'est les jeux certes, mais c'est aussi l'objectif, c'est la performance quand même. Et en étant sur la fin des jeux comme ça, il y a de grandes chances qu'au village, ça soit déjà très fêtard. Donc certainement. Ouais. Voilà, pour nous protéger, on est en dehors. La cérémonie, c'est simplement parce qu'en fait, on sera en stage. Donc, on sera encore en altitude pour les 4 qualifiés. Donc, on pourra pas y assister. Mais voilà, je pense que vraiment, je réaliserai à partir du moment où je serai sur Paris et que tout aura commencé. Et la cérémonie de clôture ? Oui, j'irai. Là, par contre, c'est la seule que je vais faire, alors j'irai. On parlait tout à l'heure de tes partenaires. Est-ce que ton club, ta fédération te soutiennent peut-être encore plus depuis que tu es qualifié ? Comment ça se déroule ? Alors, en fait, la fédération, elle prend en charge les compétitions qu'on a. Donc, si on veut faire des Coupes d'Europe, des Coupes du Monde, etc., ils nous aident là-dessus. Donc, les partenaires que j'avais et mon club, pardon. Malheureusement, j'ai changé de club. Voilà, j'ai eu des problèmes financiers, justement, avec mon ancien club. Donc, j'ai dû changer de club fin mai. Donc, c'est pas forcément idéal dans une préparation olympique si proche des Jeux de devoir changer. Mais voilà. Tu savais que tu étais déjà qualifiée ? Tu nous as dit que tu étais depuis un petit moment ? Ouais. Donc, j'ai été qualifiée sous les couleurs d'un club et je représenterai un autre club, du coup, pour les Jeux. Ok. Quelles sont les différences majeures entre préparer des athlètes pour des compétitions nationales et internationales ? C'est une bonne question, Nicolas, par exemple. Préparer, comment ça, un championnat de France et un championnat d'Europe ou aux Jeux Olympiques. C'est pas la même chose en fait. C'est pas pareil du tout. En fait, l'équipe de France, nous on joue avec les meilleurs joueurs français. Donc en club, on a aussi des très très bons joueurs. Nous hier, on a des internationaux même d'autres pays. Mais c'est différent parce que déjà il y a une sélection. Il y a une sélection qui est faite. Donc il y a plein de là sur le coup on est 16 présélectionnés. Il y en a que 12 qui partiront. Et donc c'est différent. Donc là, nous, on se prépare de notre côté, chacun de notre côté. On a des pôles. Là, on a le pôle à Hyères, au Canet. On en a à Paris, au Puy, je crois. Et voilà, chacun se prépare de son côté. Mais c'est pas la même, donc que ce soit national ou international. Bon, dans tous les cas, on s'entraîne tous les jours, donc il n'y a pas grand-chose qui change. Mais on va dire tout ce qui est la préparation physique, entre guillemets, en tout cas, on en fait un peu plus que la normale, que d'habitude. Une qualification aux Jeux Olympiques, donc ça change pas les entraînements. Ça change du point de vue communication. Il y a peut-être d'autres rôles à assurer, quoi, comme une présence ce soir. Bien sûr, il y a plus de communication. J'ai fait des journées avec le comité départemental olympique et sportif qui m'ont invité sur certains événements. Voilà, pour que je représente le sport justement et la France. Et oui, pour le coup, je suis plus sollicité. Vu que je suis pas médiatisé, j'essaie de répondre au plus de demandes possibles. Et comme ce soir, par exemple. Et je trouvais ça cool. Pour le coup, en plus, j'avais jamais fait de podcast.
Donc Voilà, la radio. C'est ouais, clair. voilà, j'ai jamais fait de radio, donc j'ai déjà répondu à des radios, mais là comme ça en direct, Pas, non. pas autant de temps en direct de parole libre, effectivement. Exactement. Donc oui, on essaye. En fait, moi en tout cas, j'essaye de participer au plus de choses possibles pour parler de ma discipline, pour parler un peu de moi, et après bon. Mais alors tout ça, ça te fatigue peut-être encore un petit peu plus en ce moment, parce qu'en fait, t'as ton entraînement. Non, alors non. Et en plus, non, pas du tout. Non. Pourquoi ? Parce qu'en fait, moi, je suis impatient des jeux. J'en ai marre d'attendre. Ok, donc ça t'occupe. En fait, ça t'occupe. Ah, ça m'occupe. Parce qu'il y a les Non, entraînements parce tous qu'on- les jours et ça me fait sortir justement de mes entraînements, de ma préparation. Ok. Donc, je fais des trucs à côté. Comme la dernière fois, je suis venu, voilà, on avait une représentation au Volant du Soleil à l'Accro et j'avais qu'une demi-heure. Voilà, ça devait se faire vite. Et hop, on l'a fait vite fait. Je suis parti en entraînement. Mais voilà, ça m'a occupé, Ça parce meuble que je suis pour que le impatient. temps passe vite avant Ouais, les jeux. c'est ça en fait. C'est dans 2 mois, c'est ça? C'est ça, c'est Ah. du 28 août Bah, c'est pile, ouais, 2 mois. Ouais. au 9, 8. Oui, je l'ai dit au septembre. début, j'ai plus les dates, mais ouais. Oui, c'est ça, oui. Et ouais, donc c'est. C'est ça, 28 août au 8 septembre. Ouais, donc moi je suis impatient en tout cas, j'en ai marre d'attendre. Moi, je pense que je le rejoins en fait. J'ai fait beaucoup d'interventions dans les écoles parce que j'adore juste partager avec les enfants. Et c'est important aussi quand notre sport est pas médiatisé de prendre toutes les sollicitations qu'on a. Donc oui, ça nous coûtera un petit peu d'énergie, mais ça nous permet aussi de sortir en fait de cette. On a notre objectif et on est tous les jours dedans. On va tous les jours s'entraîner, mais ça nous permet en fait d'avoir la tête un petit peu ailleurs, tout en on reste concentré évidemment. Mais voilà, ça nous permet de parler de notre sport et je pense que c'est important. Ça casse ta routine quotidienne, en fait, d'entraînement. Exactement. Par contre, là où c'est différent, je pense, d'un sport individuel et d'un sport collectif, nous, la préparation, elle est la même, en fait. Enfin, en tout cas, moi, la préparation est exactement la même, que ce soit un championnat d'Europe, un championnat du monde, les Jeux Olympiques. C'est sensiblement la même chose. Avant les championnats du monde, on est parti en altitude. Là, on repart en altitude, en fait. Je pense que, de mon point de vue, il faut pas réinventer les choses, il faut pas changer les choses parce que c'est les Jeux Olympiques. En fait, il faut continuer sur ce qu'on sait faire, améliorer des détails évidemment pour être encore plus performant, mais on garde la même chose en fait. Il y a la performance à gérer, il y a la communication. Est-ce qu'il y a d'autres aspects qu'on ne parle pas et qu'on se doute pas quand on est sportif professionnel à endosser? Je pense dans la communication, c'est déjà c'est aussi strict. Il y a la règle des 40. Il y a des choses, on aura le droit de publier certaines choses, on n'a pas le droit de publier d'autres choses. C'est limité. Enfin voilà, c'est des choses où on se rend pas forcément compte en fait parce que c'est que aux Jeux Olympiques qu'il y a ça. Et non, je pense que les réseaux c'est vraiment la plus grosse partie à gérer parce que ça peut être positif, mais ça peut être aussi très négatif en fait. Donc, moi, je vois notamment pour la scène, j'essaye de m'en détacher au maximum parce que tous les jours, en fait, on en parle et de façon complètement négative. Ouais, en ce moment, ouais. Donc, si vraiment on lit tout, on regarde tous les commentaires, on se penche sur tout, c'est horrible. On va partir en dépression avant que les jeux aient commencé, en fait. Alors qu'en plus, tu le disais tout à l'heure, le cadre va être magnifique. Oui. Quoi, clairement. Oui. Donc, c'est pour le ça. parcours. Après, moi, je pense très sincèrement que les images vont être magnifiques et que les gens, maintenant, il y a beaucoup de commentaires négatifs, mais je pense qu'une fois que la course aura eu lieu, les gens diront ok, on comprend pourquoi ils ont fait ça là en fait. Nicolas, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, non, j'ai juste une question. Plusieurs fois, tu parles d'altitude. Pourquoi vous vous entraînez en altitude en fait ? C'est du dopage naturel en fait. Ok. C'est pour dire vraiment, c'est vraiment, on appelle ça du dopage naturel. C'est pour augmenter en fait les globules rouges D'accord. et donc D'accord, l'oxygène dans le sang, ouais. D'accord. Oui, c'est vrai que Bah oui, moi, c'est ça vrai, me pour paraît toi, normal. ça te paraît normal. C'est vrai que pardon. J'avais cette question en tête. Bah Pourquoi oui. elle parle tout d'altitude? Oui. S'entraîner en altitude, ok. En fait, ouais, c'est le dopage naturel et ça permet d'augmenter donc l'oxygène dans le sang et d'être plus performant, ouais. D'accord, donc tu vas faire un séjour comme ça là Exactement. pendant quelques jours pour faire monter le taux de un globules. mois, donc c'est Bah ouais, long pour que jour. ça monte. Oui, c'est Ouais. naturel, le temps que tous tes globules est... Ouais, naturel, exactement. bon, Et en fait, ça sert à rien d'aller en altitude si c'est sur une durée trop courte. Il faut faire plus de 21 jours. Ok, et donc comme ça tu vas redescendre pour les jeux. Exactement. Poil. Mais qui Ok. dit altitude dit eau fraîche. Mais ouais, ça va être fraîche, où en même. altitude? Non. Non, parce qu'on s'entraîne en piscine. C'est un peu la. Ah, c'est pas ok, naturel. ok. Non. Ok, d'accord. Non, c'est un peu ce qui est particulier dans notre sport, c'est que voilà, on est en milieu naturel quand on fait notre compétition, donc on est en mer, en lac, en Ouais, mais rivière, vous n'importe. entraînez. Mais on s'entraîne tous les jours Dans en des endroits où il y a piscine. moins d'oxygène pour faire booster le taux de globules rouges. Ouais, juste dans une Ouais, piscine ok. tous les jours. Mais en altitude. Ouais. Mais en altitude, exactement. Lucienne?
Oui, je voulais dire par rapport aux effets attendus. Je donnais l'exemple de la flamme olympique. Tout le monde, on entendait des critiques, ça va être minable, c'est nul, il y a personne, etc. Quand on voit le succès qu'elle a remporté partout, cette flamme et la ferveur populaire, on peut espérer que ce sera pareil. Oui, je pense que depuis que la flamme est arrivée en France, les gens ont vraiment bien commencé. sûr. Il y a eu un petit engouement depuis. Mais les que gens la ont envie de flamme- la voir. Bon, elle est arrivée à Marseille, la grosse médiatisation de fou qu'on a connue, bien évidemment. Et puis les jours d'après, on l'a vu sur Toulon, dans le Var, enfin, proche de chez nous et partout en France maintenant. Partout. J'étais relayeur, je l'ai fait en fait. Ouais. Ah. Je l'ai fait à Fréjus. Ah, ouais, super. C'est juste en plus. Mais on en a Fréjus. parlé beaucoup au début, mais en fait, partout où elle tourne en France, clairement, il y a une Fréjus, à ferveur Saint-Raphaël, oui, Saint-Raphaël, c'était oui. à Saint-Raphaël. Boloris. À Boloris. pas très loin. Du Krebs, du coup. Oui, moi, Donc, je suis là où je on a m'entraîne. fait on a fait le relais, on a fait J'étais le au tour, départ hein. aussi, moi, à Bolo. Et donc, oui, tu disais qu'il y a une ferveur, et c'est vrai, les gens la suivent, et La les gens. flamme, ça a surpris tout le monde, en fait. Alors que si on attendait les commentaires, on avait l'impression que c'était une belle catastrophe. Alors que c'est pas du tout ça. Puis c'est très Et bien ça continue, organisé. d'ailleurs. Et c'est très très bien organisé, je dois le dire. C'est strict. Pour l'avoir fait, c'est Ben très oui. strict. Absolument. Là, on en parle beaucoup, hein, c'est d'énormes questions qui sont revenues. On nous a parlé quasiment que de ça, de la nage en eau libre, du coup, mais pas de manière positive, hein, comme on dit, par rapport à la Seine. On a entendu que le pH était trop élevé pour pouvoir y pratiquer ta discipline dedans, Caroline, que le débit était trop fort. Comment, toi, tu gères cette actualité? Est-ce que c'est récurrent? Est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve dans d'autres pays, sur d'autres compétitions? Oui, alors à Rio, c'était pas top. À Tokyo, c'était pas top. Je pense que après, voilà, en France, on a quand même, ça fait partie de notre culture de quand même mettre en avant le négatif et de pointer plus le négatif que le positif. Ouais, c'est. Je pense qu'on est typiquement très, français, ouais, tu as on est raison. très fort très là-dessus. français. C'est Oui, vrai, oui. c'est vrai, c'est vrai. On est vraiment très fort là-dessus. Donc non, moi j'essaye vraiment de m'en détacher au maximum parce que sinon, je pense qu'aujourd'hui, si je regarde tout ce qui est dit, je peux me demander si mon épreuve va avoir lieu. Oui. Et comment tu vas calculer ça, l'histoire du débit de la Seine, etc. Tu anticipes tout ça? Comment tu peux le savoir? On va te donner les infos techniques avant par rapport Alors, à ta nage ou pas du tout? Parce Je que c'est sais pas si on aura les débits exacts le jour Mais de est-ce que notre ça peut course. influer ton Ça ta nage? influe, ouais, parce que en fait notre course ça sera une boucle, donc on fait 6 fois le même tour. On part Ok. du pont Alexandre III, on passe le pont des Invalides et on fait demi-tour devant le pont de l'Alma. Donc en fait le courant on l'aura avec et contre Ah oui, nous. c'est ce que j'allais dire dans les deux sens. Voilà, Tu vas voir, exactement. Donc il Ouais. va falloir gérer les deux en fait. Et ouais, non, ça sera une course très très stratégique parce que c'est hyper rare en fait qu'il y ait des courses avec du courant. Il y en avait une, c'était en 2016 et elle a été arrêtée, je crois, en 2017. Donc c'est vrai que c'est rare les courses avec du courant. Donc je pense que ça sera aussi quelque chose, c'est inédit Un en vrai fait. challenge, quoi. Ouais, un petit peu. Ouais, c'est intéressant. Ça Parce que tu permet peux pas à tous tester d'avoir la avant. même chance en plus, En du plus, coup, ouais. peut-être. Ça Oui et gomme non, les parce qu'il différences. et puis il faut gérer le courant en fait. Quand on va l'avoir de face, on va se fatiguer plus Ah, quand là, même. c'est clair, Donc ouais. c'est une course qui dure 2 heures en moyenne, 1h58 pour les filles pour être très précise et 1h52 les hommes. Donc va falloir le gérer quand même d'avoir le courant de face pendant la moitié du temps. Donc ça va être une course vraiment particulière et je pense peut-être même Unique, ouais. carrément unique. Ouais. Et est-ce qu'au niveau stratégie, il y a des. Je suis pêcheur. Au niveau du courant, justement, Il y aura peut-être, des placements plus stratégiques que que en plein milieu, peut-être passer un peu sur le côté, justement. C'est là où peut-être qu'il vaut mieux connaître le débit et l'endroit où vraiment est le lit de la rivière. Ouais, Pour exactement. voir, c'est là où je pense la stratégie rentre en jeu. Ouais, c'est hyper important. Après, malheureusement, on n'a pas pu avoir. L'année dernière, notre test event n'a pas eu lieu parce que la qualité de l'eau n'était pas bonne. Donc, ce qu'on appelle ce home advantage, on l'a pas eu, malheureusement. Mais du coup, ça fait que qu'on soit français, qu'on soit italien, brésilien, peu importe, on est tous dans le même bateau. En fait, personne n'aura un avantage et tout le monde découvrira entre guillemets le jour J. parcours, Quoi. Ouais. Sur mais comme chaque tu dis, c'est dommage compétition- le avantage. C'est dommage. Sur de pas chaque l'avoir. compétition, c'est pareil, vous pouvez pas faire de reconnaissance avant? Si, on peut. On peut. Après, là, la scène, je pense pas qu'on dira. Au championnat du monde, moi, je suis juste allée la veille. J'y vais pas toujours, en fait. Ça dépend vraiment de mon ressenti, de mon envie. Mais on a accès à partir. La course pour les femmes, c'est le 8 août. Les hommes, le 9 août. On a accès, je crois, à partir du 5 août à la scène. D'accord. Et quels vont être tes objectifs personnels pour ces jeux? Ah J'aime pas dévoiler mes objectifs. non, t'es pas obligé de répondre. Hein. Non, c'est vrai que mes objectifs en général, je les garde pour moi.
c'est une course qui dure 2 heures, encore une fois. Donc voilà, je pense que c'est important d'avoir des objectifs au fur et à mesure de la course. Ouais. Que voilà, il peut tout se passer en fait dans notre sport. C'est quelque chose qui est c'est quand même un petit peu aléatoire aussi. Donc faut être capable de rester lucide. Faut être concentré du début à la fin. Après, évidemment, une médaille. On va pas bien sûr, on va pas la la refuser. médaille d'or, bien évidemment. Hein. Évidemment. Oui, Bien sûr. beaucoup d'auditeurs nous ont posé cette question sur les objectifs, mais quand on est sportif, quand on est auditeur, on pense forcément à la place. Quand on est sportif, j'imagine qu'il y a d'autres choses qui rentrent en compte, d'autres objectifs personnels. Il y a des objectifs personnels. Après, notre discipline, nous, on peut pas avoir de record du monde. C'est pas comme en natation où certains vont dire, moi, je vise un record d'Europe, un record du monde. On peut pas, en fait, parce que la distance, on n'est jamais sûr que ce soit 10 km. Ça peut être un peu moins, un peu Ouais, plus, on forcément, sait jamais. n'est pas au mètre près. Mais Voilà, bien sûr. exactement. Et les conditions sont pas toujours bien. Exactement, C'est ça, les conditions sont tout tu le nages temps pas au même endroit. différentes. Non. Le courant. Le courant déjà, effectivement. Donc tu peux pas. Les conditions sont pas les mêmes. Donc tu peux Non. pas dire c'est tel temps pour telle distance parce que non. Peut-être que le coup d'après le courant était plus fort, plus faible. Exactement. Et forcément ça fausse tout. Exactement. Ouais. Donc je pense que c'est plutôt des objectifs personnels. Je dirais. Mais très bien, merci d'avoir pris le temps dans cet emploi du temps chargé. On imagine à quelques jours, plus mois, mais quelques jours des Jeux 40 jours. Olympiques. Tu les comptes. Tu les comptes. Parce qu'il va falloir que du coup tu nous quittes, c'est ça, voilà. Oui, Pas j'ai de entraînement demain matin. Et voilà. Donc le temps que tu rentres justement sur Saint-Raphaël, c'est ça. Exactement. Parce que nous on est de l'autre côté. Enfin pour nos auditeurs qui nous écoutent un petit peu partout en France, on est de l'autre côté du Var. Donc tu as une grosseur de route pour 1h30, rentrer. ouais. Ouais. Merci beaucoup. Ben, quand même, merci. Caro. C'était Caroline Jus, du coup, qui est nageuse en eau libre et qualifiée pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Merci. Merci à vous. Au revoir. Merci et on te retrouve très bientôt. Tu nous as dit le matin à 7h30. Hein. Le 8 août à 7h30 exactement. Ça a Et été sur donné les rendez-vous. réseaux sociaux aussi, n'hésitez pas à me suivre. Moi, Et je le vais penser, podium, c'est à quelle heure l'anniversaire de Le ma sœur, podium moi. et à quelle heure on te voit sur la médaille avec la médaille d'or? Ah, je sais pas à quelle heure il est le podium. Par contre, ça sera joli avec la Tour Eiffel Ah, ça derrière. magique. Ça sera Et la magnifique. Marseillaise Ouais. quoi. Ah ouais, ça va être magnifique, magnifique. Bonne chance et bon courage. Merci beaucoup Caroline. Partagez vos avis, vos expériences et commentez nos émissions sur notre page Facebook Faut qu'on en parle ainsi que sur notre répondeur non surtaxé le 07 839 839 75. 07 839 839 75. Pour ne rien rater des coulisses de votre émission, rendez-vous sur Facebook, Instagram et notre chaîne YouTube Faut qu'on en parle. On le rappelle, on reçoit aussi ce soir Nicolas qui est athlète pour les prochains Jeux Olympiques de para-basket. Est-ce que toi aussi tu peux nous résumer ta carrière? Tu l'as fait rapidement tout à l'heure, mais en rentrant peut-être un peu plus dans les détails. Et comment, quand on est handicapé, on trouve un club? Alors, moi, mon parcours, il a été, comme j'ai expliqué tout à l'heure, je viens du Valide. Donc, j'ai eu mon problème de santé adolescent. Et puis voilà, j'ai mis du temps à me mettre dans le basket fauteuil. Je savais même pas que ça existait, pour le coup. Je faisais du basket valide et je savais même pas qu'on pouvait faire du basket en fauteuil roulant. Je l'ai appris, après mon accident. Et puis voilà, je m'y suis mis assez rapidement. J'ai vite accroché. Pour le club, en fait, c'est un joueur de ce club de Pau, du Pau Berne Handisport, qui venait de ce club, qui venait me voir en fait quand je jouais en valide, parce que j'étais en minime France. Et il venait me voir jouer. Il savait que j'étais en équipe de France. Il savait le pépin que j'avais eu, le pépin de santé que j'avais eu. Et en fait, il est venu me voir parce qu'il savait que j'avais le basket, mais pas forcément le maniement du fauteuil. Et donc voilà. Donc après, je m'y suis mis assez rapidement et c'était assez, voilà, j'ai pris plaisir de suite et j'ai retrouvé les sensations du valide dans un fauteuil de sport. C'est différent, mais ça reste un copier-coller. C'est vrai que pour le coup, il y a plein de disciplines sportives valides handi. Quand on compare, c'est complètement différent. Pour le basket, je pense que c'est le sport qui ressemble le plus au valide. Ouais. Donc toi, tu es passé en handisport à cause d'une prothèse de genou. Ouais, j'ai une tumeur osseuse quand j'avais 16 ans. Donc, pris à temps, heureusement, j'étais en sport-études. Enfin, j'étais suivi tout le temps. Donc, voilà, de moindre petit bobo, on faisait des examens. Donc, de suite, ça a été pris à temps. Et ils m'ont mis une prothèse dans le genou. Et donc, c'est pour ça que je pouvais plus courir. Mais voilà, j'ai eu la chance d'avoir été pris à temps. Quels sont les critères pour pouvoir rentrer, dans ton cas, en handi-basket? Parce qu'on imagine qu'il faut être peut-être handicapé moteur dès la naissance, etc. Non, c'est ouvert à beaucoup plus de monde. C'est ouvert à beaucoup plus de monde. Et je vais même vous surprendre, dans le championnat de France, on a le droit au valide. Des personnes qui n'ont rien. On a droit à 1 sur la feuille de match. D'accord. Voilà. Ça peut combler, ça peut aider certains clubs en fait où ils n'ont pas assez de licenciés ou assez de joueurs de faire jouer un valide.
Voilà. Mais ils ont le droit de jouer dans le championnat de France, pas en international, pas en Coupe d'Europe des clubs, ni en championnat ni avec les équipes nationales. Mais ils ont le droit en club de jouer. Et ça marche en nombre de points parce qu'on imagine qu'un valide est peut-être plus performant qu'un... C'est ça. Donc le valide alors sur le terrain, on a une somme de 14 points et demi. Moi, je vaux 4 points et demi. Un valide, il vaut 5. Moi, je suis handicap minimum en fait. Et plus on est touché, plus on est paraplégique, c'est 2 points, jusqu'à 1 point. Et la somme des 5 joueurs, faut pas dépasser les 14 et demi. 14 en international avec l'équipe nationale. Donc là, au jeu, faudra pas dépasser 14 points. Moi, déjà, je vaux 4 points et demi. Ça peut jouer sur la qualification des Jeux Olympiques ? C'est-à-dire le fait, on peut pas qualifier 6 personnes à 4 points et demi. Non, la feuille la de- concurrence, c'est comme en valide, un pilier, on peut pas prendre 10 pivots. Oui. Donc c'est un peu la même chose en fait en handi où on va dire nous les 4,5, les points comme moi, on est souvent grands. Ça va être souvent les scoreurs. Donc moi pour le coup, je suis scoreur, je suis pour l'instant encore le meilleur marqueur de l'équipe de France. Et j'ai encore été meilleur marqueur du championnat de France cette année. Et donc nous, voilà, on a un rôle différent comme le petit qui va être le meneur. Ben nous, ça va être les 2 points, 2 points et demi, 3 points. Voilà, c'est assez complexe, mais quand on comprend, c'est assez simple à assimiler. Julien, toi, tu es président d'un club de basket. Est-ce que c'est difficile de créer une session handicap ? Ça demande, j'imagine, beaucoup de moyens, que ce soit matériel, financier, même humain. Oui, je pense. Alors après, c'est vrai que ça, sur ce cas-là, je suis pas calé vraiment. Je sais que il y a des volontés aussi au niveau comité, fait des ligues et tout pour développer alors pas forcément le handi-basket, mais le basket santé ou le basket, le handi-basket du coup. Mais oui, je pense que c'est quand même spécifique. Il faut aussi avoir des aménagements. Enfin, Très peu de clubs ont un club valide à un club handi. Les clubs handi sont indépendants. Il y a que en première division chez nous, il y a que Chalon qui est rattaché au valide. Sinon, tout le monde a un club en fait qui est détaché ça n'a rien à voir. Ok, comme 2 sports différents. Oui. C'est pas le même problème pour tous les sports. Ça dépend des activités. Il y a des sports qui intègrent complètement des handis avec des valides. Mais Comme ça le tennis de table, peut-être, je ça crois. ça dépend des sports. Et donc, c'est très différent. Nous, par exemple, on mène des opérations importantes dans le Var pour que maximum de clubs qui le peuvent intègrent des personnes en situation de handicap. Mais ça dépend des sports. Ça dépend des sports, c'est compliqué. Nous, le basket, c'est trop compliqué pour les clubs valides d'intégrer Ben oui. parce que le matériel, le fauteuil, même tout ce qui est logistique, il faudra un local pour ranger tout ça. On a pas mal de matériel. C'est compliqué. Jelly, toi qui es en centre de formation, est-ce que l'handisport, c'est quelque chose qu'on te parle ? Est-ce qu'on vous sensibilise là-dessus ? Oui, c'est surtout quand j'étais en sport-études, on nous a beaucoup parlé de ça. Et je sais qu'il y a certains clubs, il y a beaucoup de clubs, même en première division, en deuxième division, normalement, ils doivent avoir une partie handisport. Mais c'est bien, déjà on en parle, tu vois, on valide. Donc ça c'est bien. Ouais, mais là, il est en train de se. Ouais. Genre, je sais que le handball handisport est en train de se développer, justement. Il y a de plus en Et plus tu de le vois se personnes qui développer, toi, Jelly, de ton côté ? Oui, Le récemment, handball, il y a eu oui. la Coupe de France. Il me semble que c'était fin mai. Il y avait eu la finale du Coupe de France à Bercy. Et est-ce qu'un valide comme au basket, handball, peut faire du para-handball ? Jelly ? Est-ce qu'un valide au basket peut faire du para-handball? Oui, parce que là, j'ai essayé de Non, comprendre pardon. ce que tu dis. Est-ce qu'un valide handball peut faire du para-handball ? Oula, j'ai pas l'information, mais je pense, j'ai pas l'information. Ok. Oui, parce que tu as dit que tu pouvais avoir un joueur valide Oui. dans. Oui. Donc, Et c'est un plus choix, après. si on descend de division, on a le droit même à 2, voire 3 valides. D'accord. Voilà, dans l'équipe. Ouais, Oui. donc ça peut être un choix d'un valide de venir. Nous, dans l'équipe 2, on a 2 valides. 3 valides, mais D'accord. ils se partagent le temps de jeu parce qu'ils peuvent pas Ils font tous. quoi ? Et du coup, ils font que du handi basket. Ouais. Ouais, ils ont fait ce choix-là. Ils ont dit, nous, on C'est va ça. Alors jouer souvent, en handi. souvent Ok. ces gens-là, ces valides qui jouent dans le handi basket viennent soit c'est des infirmiers, kinés. Ouais, ils viennent du milieu médical et donc ils connaissent soit des gens qui pratiquent, des personnes qui sont occupées dans le passé ou dans le présent. Et ils se mettent par curiosité au basket. Il y a très peu de valides à un certain niveau qui vont se mettre au fauteuil. Ils vont rester à leur niveau. C'est souvent des gens qui
je joue pas forcément au basket. Mais à l'international aussi, ou c'est que... Non, justement ce que je disais. Tout ce qui est international, ils ont pas, c'est interdit. C'est que D'accord, dans le ouais, championnat de vraiment, France. c'est que spécifique. C'est ça. Et même là, on a le club de hier, donc on a le droit à, nous, si on veut, dans le championnat de France, d'avoir un valide. Mais si on fait, avec hier, on fait aussi la Coupe d'Europe des clubs. Mais si on fait la Coupe d'Europe des clubs, Non. c'est pas autorisé. D'accord. Et toi qui as fait du basket valide et para-basket, quelle différence tu y vois et quel atout, qu'est-ce que tu préfères en para-basket que tu ne retrouvais pas en basket? C'est différent, les espaces sont différents. Là, on va plus penser. Il y a certains aspects qui vont faire penser au football sur la profondeur, sur des notions de profondeur en fait, où on peut envoyer le ballon en profondeur. En valide, c'est compliqué parce que le mec il peut sauter. En handi, non. Donc on peut se mettre sur une roue, on peut se lever sur une roue, donc ça reste assez spectaculaire. Mais voilà, il y a des aspects différents, comme on appelle ça le mismatch chez nous, c'est-à-dire le grand qui va sur le petit. Donc moi, je vais souvent aller chercher le petit point de l'autre côté pour pouvoir avoir la différence de taille, pour pouvoir prendre mon shoot sur lui, parce qu'il sait qu'il pourra pas me contrer. Et il y a plein de choses différentes du valide. Oui, les passes en profondeur, on imagine qu'avec les fauteuils, on peut rouler plus vite que courir plus vite quand on te les fait loin, les passes. Ça dépend, ouais, on peut rouler très vite. C'est des fauteuils de sport qui sont vraiment avec des roues inclinées. Et ça nous permet justement de pivoter assez vite et d'avoir beaucoup de vitesse. Un peu comme les fauteuils d'athlètes, je sais pas si vous voyez, voilà, ils sont un peu inclinés, voilà, c'est ça. Ça donne vraiment envie, là. On va te suivre, hein, clairement, de voir ce que ça donne. Je suppose qu'il faut quand même des compétences particulières parce que la maîtrise du fauteuil, c'est un plus par rapport au jeu, en fait. Donc, il y a tout un travail à faire, là, quand même. Ah ben oui, moi, quand j'ai commencé, le ballon, il allait dans le zig, moi, j'allais dans le zag. C'était compliqué, oui, il y a la différence avec le valide, c'est que là, on doit se servir des bras pour tout, pour rouler, pour faire des passes, pour shooter, pour manier le fauteuil avec le ballon, dribbler en même temps. C'est vrai que c'est tout le haut du corps qui est, pour nous, qui est sollicité. Pour le coup, c'est complètement différent pour le coup, ouais. Et est-ce que tu as une préparation mentale, parce que physique, ça c'est certain, avant les JO, Oui, c'est vrai qu'on n'a pas demandé à mentale, Caro, est-ce que tu es suivi? Non, je pourrais l'être. Pour le coup, la Fédé nous met à disposition des personnes qui peuvent nous suivre dans les régions. Moi, j'ai pas demandé spécialement un préparateur mental. Je pourrais si je veux, mais je me prépare de mon côté là-dessus. Non, j'ai pas trop de soucis, même si je suis caractériel, mais je pense que c'est ce qui fait aussi une force d'un sportif, aussi d'avoir son caractère. J'en ressens pas le besoin, moi, personnellement, en tout cas. Et les tests pour justifier du coup ces points-là, comment ça se passe? Parce qu'en 2000, 10 des 12 membres de l'équipe espagnole de basket pour handicapés mentaux, en fait, ne l'étaient pas. En 2006, on a eu une Russe qui avait franchi en premier la ligne d'arrivée en ski de fond et qui avait levé les bras en voyant le tableau d'affichage. Sauf que le problème, c'est qu'elle était soi-disant aveugle. Comment tu réagirais si tu tombes sur des personnes comme ça qui trichent sur un handicap? Alors nous, c'est compliqué de tricher. Il peut y avoir des avantages par rapport aux points, en fait. Parce que nous, par exemple, on a des personnes qui vont être 3 points. Et au final, leur handicap leur donne surtout 3 points et demi, 4 points. Ça va se jouer sur des choses comme ça. Il y a un peu c'est pas forcément de la triche, mais il y a des avantages sur certains joueurs qui se font tester par des médecins. Et sinon, on a des testeurs, en fait, qui s'occupent de ça. Donc, c'est quand même assez surveillé. On peut pas tricher comme ça parce qu'ils nous mettent sur une table, ils nous regardent, ils nous mettent en slip et ils nous regardent tous nos handicaps, ils nous font faire des mouvements et ils voient si on peut faire un certain mouvement ou pas et ils voient si on voilà, par rapport à notre catégorie de points. Mais nous on n'a pas ce cas de tricherie. Pour le coup, les Espagnols, oui, j'avais vu, il y a un film d'ailleurs qui est sorti sur cette équipe espagnole qui c'était le basket adapté, ça s'appelle. En fait, c'est les handicapés mentaux. Ils étaient pas du tout handicapés mentaux en fait, et ouais, j'avais entendu cette histoire. C'est incroyable d'ailleurs. Là pour le coup, c'est un peu, excusez-moi du terme, c'est un peu dégueulasse, ouais, de faire ça. Ceci étant, sur le physique, on peut faire des tests, on peut le remarquer, mais le handicap mental, c'est très compliqué. C'est très compliqué, oui. À tester. Ouais. Nous, tout ce qui est sport, handicap moteur, c'est facile à déceler celui qui triche. Mais c'est vrai que mental, c'est compliqué. Quand on est qualifié pour les Jeux Olympiques en fauteuil, c'est le matériel personnel, c'est un matériel que la Fédé, que les clubs mettent à disposition. Comment ça se passe? Alors moi, mon fauteuil, c'est la commission de basket, la Fédération française handisport et le club qui m'ont financé mon fauteuil. Si on a un souci, on a l'aide du club quand on est en club. Quand on est en équipe de France et surtout en stage, c'est compliqué. Là, par exemple, moi, si j'ai un problème là maintenant, c'est à mes frais. C'est pour ça que voilà, il y a des partenaires qui peuvent nous aider. Je demande encore à des partenaires. J'ai fait une plaquette pour pouvoir, voilà, où je me décris, où j'ai mon palmarès, où j'explique pourquoi j'ai besoin d'aide.
Et c'est là où ça rentre en compte, justement, ces partenaires rentrent en compte, et ça aide vachement parce qu'on a beaucoup de petits soucis, hein, de pneus, de jantes, Ce que tu disais, de ça chambre coûte à vite air. très très cher en fait. C'est ça coûte vite très cher. Oui, Une c'est paire de pneus, spécifique, c'est cher. Une paire de roues, c'est très cher. Et donc là, pour le coup, là, c'est plus à mes frais. Il faudrait que je sois en stage ou en club, mais là, le club, c'est fini. On est en préparation de notre côté. Donc c'est là où le sens du mot amateur. Est-ce que tu dis une paire de pneus, mais tu les uses en combien de temps, les paires de pneus? C'est intéressant ça de savoir. Ça dépend ça dépend le mec s'il roule beaucoup ou pas. Ça dépend s'il C'est défend. au nombre de kilomètres. C'est ça, c'est au nombre de kilomètres, ça dépend s'il défend fort ou pas. C'est là qu'on voit ceux qui utilisent les pneus. Non, à peu près la moitié de la saison, on va dire la moitié de la saison. Ouais, ok, quand même. Donc il faut, Bon. ouais. Et ça peut, et puis il peut y avoir même un problème, un pneu un peu défaillant, Ouais, bien sûr, on roule là, sur t'as un pas le choix de truc le changer. sur le terrain, et ça l'endommage. Donc faut changer. Et ça a un coût, ouais. Et est-ce qu'en équipe de France, bon, j'imagine qu'il y a aussi des kinés là aussi, mais est-ce qu'on a un mécano fauteuil? Oui. Ok. Oui, on a le mécano. On a un Ok. mécano. C'est une coulisse, c'est intéressant. Ouais, Non, mais c'est- justement, il s'appelle Luc. Ah ouais, ouais. comme moi. Ok. Voilà, il s'appelle Luc, c'est le mécano, c'est notre mécano. C'est pas C'est moi. le mécano depuis, par contre, lui, chez nous, il est, c'est un monsieur parce qu'il est là depuis, il a fait les Jeux Olympiques en 2004. Il a fait énormément de campagnes avec l'équipe de France. Il est là depuis, je crois que c'est le plus ancien. Mais oui, on a un mécano, on a kiné, on a infirmier, on est bien entouré pour le coup. C'est vrai que voilà, kiné, etc. Tu dis, bon, voilà, c'est assez classique chez les valides aussi, mais là, il faut vraiment quelqu'un de spécifique sur les fauteuils, quoi. Voilà, un mécano, Oui, clairement. oui. Que tu as pas, en fait. C'est finalement, ça, pour et les lui, valides. vraiment, on a un problème, c'est comme dans les courses, hein, s'il rentre sur le Tac, terrain, il change c'est- le c'est pneu, comme en F1, tac, tac, c'est tac, ça, il c'est ça. tac, il Il change prépare les- les roues avant les matchs, il prépare Ouais, les ça roues peut pour s'il y en arriver. a un qui crève et on peut En lui plein changer match. de suite, c'est ça. Et dès qu'il change, il va réparer. Énorme. Et ouais, faut que Ouais, tout ça. soit prêt au top. Nous, on peut pas, on joue, donc Bah, forcément. c'est ça. Toi, t'es concentré, et lui, hop, il suit, et tac, s'il y a Ouais. besoin. Et en Ouais. cas d'accident de fauteuil, il y a possibilité de le changer en match, parce qu'on se balade pas avec deux fauteuils, Non. j'imagine. Non, c'est C'est rare. interdit. Après, c'est Ah, rare. c'est Hein. autorisé. C'est quand même un fauteuil, c'est entre à peu en moyenne 7-8 000 euros. Donc c'est quand même d'un alliage, voilà, qu'on se sert dans l'aviation. Ouais. C'est du costaud. Hein. Pour casser un fauteuil, faut le Déjà, un faire. fauteuil roulant traditionnel pour voilà, les personnes qui ont des handicaps, ça peut pas donner. Mais Ouais. là, c'est carrément un truc hyper spécifique. Ah oui, quoi. parce qu'en plus c'est sur mesure, on le fait sur mesure Eh oui, par rapport à forcément. notre morphologie. Donc ça coûte assez cher, mais l'alliage qu'on utilise est vraiment, voilà, c'est très solide, et pour le casser, faut le faire. Je crois que j'en ai rarement vu casser en match, voire pas du tout. Des roues, oui, des axes, oui, des rayons. Ah ouais, parce pas de que ça fauteuil. bouge quand même. Hein, c'est... Ah oui, on se fait émouvant, des on va coups, dire. on tombe par terre, Ouais, on se ouais, relève, c'est pour ça ça. fait partie du jeu. C'est impressionnant, Ouais. je sais pas si vous avez vu, mais la première fois, j'étais impressionnée de les voir par terre tout le temps là. Ouais, tu dis, ça va être. Enfin, il y a des gens qui peuvent se dire, ouais, c'est en fauteuil, ça va être mou. Non, impressionnant. pas Non, du tout. pas du tout, non. On a vu des Non. images, ouais, c'est assez. Pas du tout, non, Ça vaut le détour, quoi. Ouais, ça va vite, Ouais. ça roule, il y a du contact, ça reste spectaculaire. Mais justement, c'est pour ça que ces Jeux paralympiques, on en parle de plus en plus. C'est de plus en plus à l'honneur, parce qu'on en parlait moins ces dernières années. C'est clair, mais là, c'est bien, parce que ça montre effectivement que il y a des sportifs de très haut niveau derrière tout ça. Oui, ça change le regard sur le handicap aussi, Exactement. parce qu'effectivement, on voit que ce sont des personnes comme les autres, qui travaillent comme tout le monde, et effectivement, et C'est ce que malgré leur Nicolas disait, handicap, qui bossait beaucoup, hein. voilà. Et je crois que ça, c'est très important. Et à ce niveau, les Jeux paralympiques sont très importants. Oui, c'est malheureux. C'est le problème, c'est on parlait des filles et des femmes dans le sport, Ah. c'est le handicap, et souvent en fait on est perçu plus comme des handicapés qui font du sport que des sportifs à part entière en fait, parce que je me rappelle en 2010, petite anecdote, hein, en 2010 on est vice-champion du monde à Birmingham, on perd contre les Australiens en finale, et ben on a eu les félicitations d'une personne du gouvernement, et quand le coach il est venu nous dire, ouais, il y a 7 personnes qui vous félicitent, j'étais un peu déçu, parce qu'en fait c'était la ministre de la Santé. C'était même pas la ministre des Sports. Ouais, non. C'était la ministre de la D'accord, Santé ouais. qui nous félicitait de notre deuxième place. Et nous, on attendait Ouais. plus de la ministre des Sports, pas de la Santé. Bah oui, c'est On quoi? est Tu des penses au sportifs. sport et tu penses pas à la santé, handicap. Ben quoi. non, en fait, Ouais, on est des ouais. sportifs, on s'entraîne tous les jours, on parle même pas de notre Erreur handicap, de en fait, on casting, s'en quoi. fout. Ouais. Complètement, Bah oui, bien sûr. complètement. C'était Morano, je crois, à l'époque. Et, enfin, bon, Ouais, c'est c'était, que du point de vue de l'autre côté, eux, ils voient ça comme effectivement de la santé, voilà, montrer que le handicap, etc. On fait des choses autour, alors que toi, c'est tu es ça. dans Alors qu'on l'aspect peut en sportif, parler, quoi. c'est bien parce on a tous des parcours aurait fallu à peu près chaotiques, donc il faut en parler parce que ça peut aider certains jeunes, certaines personnes qui sont dans la difficulté, et ça se dire voilà, bah bien, il a la même chose que moi lui en fait, et au final il s'en est sorti grâce au sport, voilà, à ce qu'il est en train de nous expliquer. Et mais derrière, ouais, quand on voit qu'on n'est pas suivi par nos instances, les grandes instances, comme voilà le ministre de la Santé, j'ai trouvé ça, Hmm. j'étais déçu.
Une question tout à l'heure quand on parlait des fauteuils. En vélo, en ce moment, on voit le dopage technique se développer avec des moteurs, etc. Est-ce que c'est contrôlé j'imagine. Oui, nos fauteuils sont contrôlés, pas au niveau des moteurs. Ça, je pense, c'est compliqué parce qu'il faut qu'on est tout le temps à l'arrêt, on bouge, on tourne. En fait, ça servira à rien. En fait, ça ne servira à rien. Ça n'aurait aucun sens. Voilà, sinon on ferait rien tout droit et ça servira à rien. Ce serait même pire, je pense. Là où c'est complètement, et puis là où c'est contrôlé, c'est le niveau, le haut, la hauteur. D'accord. Nous, on ne doit pas dépasser une certaine hauteur, sinon ce serait trop facile. Et la hauteur, qu'est-ce qui est contrôlé? Non, c'était tout. La hauteur, c'est tout. Et après les dimensions, que ce soit sur les côtés, devant, il y a des normes à respecter au niveau des dimensions. Il y a déjà eu des cas du coup de dopage technique positif? Non, parce que c'est contrôlé avant chaque compétition. Pour le coup, c'est contrôlé et si on a un doute, on peut aussi porter réclamation en plein match sur l'équipe adverse. Si on se trompe, c'est technique. Faut pas se tromper. Ouais, et donc, non, il n'y a pas eu de dopage technique, non. Et je lui parlais d'auteur de siège. Un petit va pas avoir un siège plus haut qu'un grand pour être à la même hauteur. C'est là où le handicap rentre en jeu, en fait, parce que moi qui suis 4,5, j'ai problème à la jambe, membre inférieur, mais j'ai tous mes abdos. Un paraplégique va pas avoir d'abdos. Donc il va falloir qu'il ait un fauteuil incurvé, où il ait un dossier qui le maintient au niveau du dos. Donc il pourra pas se mettre sur une roue, ça va être plus compliqué pour lui. Moi je pourrais me mettre sur une roue en équilibre pour aller chercher un ballon, et que lui non. Donc il va être plus rapide parce qu'il va être plus bas. Son centre de gravité va être plus bas. Moi, je vais être moins rapide, mais je vais avoir cette taille et cet avantage peut-être sur certains aspects du basket. Mais les personnes, voilà, ça dépend du handicap en fait, de la personne, le fauteuil. Mais voilà, les plus grands, c'est les 4 points et demi, ceux qui ont des problèmes juste au membre inférieur. Tout ce qui est, dès que ça remonte un peu au niveau du handicap, au niveau des abdos, des dorsaux, ça sera plus petit parce qu'il faut qu'ils soient incurvés dans leur fauteuil, sinon ils tomberaient en fait. Très bien. Et les objectifs, est-ce que c'est comme Caroline, tu veux les garder personnels ou tu peux nous en dévoiler Oh non, moi je dévoile, il n'y a pas de souci. Non, nous on veut une médaille. Pour le coup, n'importe laquelle, c'est pas grave. Mais en fait, on veut au moins une médaille. 3e. Ouais, voilà. Médaille. Une médaille. C'est sûr, le Graal, ce serait la finale. On gagne la demi, on va en finale. Et puis on sait qu'on fait une médaille. Mais non, j'ai confiance en l'équipe. On a vraiment un bon groupe. Vous avez analysé la concurrence, je dirais, les on a adversaires. analysé, on analyse toujours. Et on va encore faire des tournois. On part le 23 juillet au 28. On va à Madrid faire un tournoi contre les Espagnols et les Américains. Ouais. Après, on part le 8 août. Je crois un truc comme ça. On part 10 jours à peu près, stage Bordeaux. Et après, on va sur Cologne, en Allemagne. Là, pareil, faire un tournoi contre la Corée. Ouais, donc ça permet d'analyser leur jeu et tout, quoi. Et on va jouer des équipes qui seront au jeu aussi. Il y aura les Pays-Bas, il y aura les Pays-Bas, les Allemands, les Canadiens. Intéressant. Et très intéressant. Bon, on les connaît, on se connaît depuis des années, toutes ces équipes. Ça se joue souvent même sur des détails parce que voilà. Parce qu'il y a du level partout quand même. Et c'est là où l'avantage, on joue en France, où on va voir toute notre famille. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Bah oui, il y aura tout le monde va venir. C'est ce qui s'est passé au TQP, ce qu'on a eu le tournoi qualificatif, où on a tous senti en fait cette ferveur derrière nous et on se sentait obligé de tout donner en fait. Et quand on joue à domicile, c'est pas pareil. C'est pas pareil parce qu'il y a la famille, il y a les amis, on entend la Marseillaise en plein match. Et on est chez nous, quoi. Donc moi, le premier, je vois les collègues, je leur dis écoutez, on donne tout là. C'est celui qui triche, je l'emplâtre. Non, mais faut être un peu dur avec les mecs. Faut leur expliquer que là, on part à la guerre ensemble, en fait. Si on veut avoir des résultats, je pense qu'il faut avoir une mentalité de fer. Tu sais que derrière dans les coulisses, il y a tout le monde qui te soutient. Là, il y aura tous les Français. Mais on est tous motivés. C'est un dopage naturel, ça. C'est ça, c'est un dopage naturel. Ça fait partie des dopages naturels. Au fait, vous faites des stages en altitude, vous aussi? Non, nous, on n'est pas en altitude. Non, on tomberait dans les pommes. Non. Allez, on se retrouve dans quelques petites secondes avant de se concentrer sur les pépites prometteuses de l'équipe de France, peut-être de handball un jour, avec Jelly. Pour réécouter toutes nos émissions, on vous donne rendez-vous sur notre site internet fautquonenparle.fr et sur toutes les plateformes de podcast. Effectivement, on est de retour sur votre radio. C'est Faut qu'on en parle un petit peu partout en France et sur le www.fautquonenparle.fr. On est focus sur les JO, JO 2024, c'est clair. C'est l'événement de cet été en France, on l'a dit. Et oui, Jelly, toi, tu es gardienne de handball, tu es jeune, ta carrière débute. Comment tu nous l'as expliqué? Tu as découvert cette passion avec ta mère, mais à quel moment tu t'es dit je vais me concentrer vraiment là-dedans et laisser tomber tes études comme tu l'as évoqué tout à l'heure?
Est-ce que c'est une personne qui t'a motivé peut-être? Moi, je fais toujours des études. Je suis en BTS tourisme, du coup, au lycée Anne-Sophie Pic de Toulon, bientôt à la rentrée. Et au départ, bon, moi, je voulais juste faire du handball avec mes copines, honnêtement. Et c'est après que j'ai continué vers moins de 14, moins de 16, où j'ai pu rentrer au pôle. J'ai fait une première sélection, une deuxième sélection. Je me suis dit, c'est possible, hein, et qu'il faut tenter. J'ai tenté, j'ai fait le projet justement avec mes copines de l'époque, qui sont toujours avec moi d'ailleurs, et on s'est dit, pourquoi pas, on va essayer, hein. Et ça a marché pour l'instant. Pour l'instant, c'est en bonne voie. Et comment on devient gardienne de hand? Parce qu'on le disait, il y a des sports peu médiatisés comme la natation, enfin la nage libre. Gardien, c'est pas un poste qu'on te parle dès le départ. Est-ce que c'est ta maman qui était à ce poste-là? Comment ça s'est passé? C'est ça, ma mère, elle est gardienne aussi. Et honnêtement, je trouve que les gardiens, il y a, on est très peu médiatisés, mais c'est vraiment une sensation à vivre. Moi, j'aime beaucoup mon poste parce que ça me permet ça me permet de montrer mes émotions, ça me permet de me défouler. Beaucoup voient les gardiens moins courir, etc. Toi, tu te dis te défouler. C'est pas le poste du feignant, du coup, le gardien. Ouais. Pas du tout, pas du tout. C'est pas du tout ça. Le gardien, c'est vrai qu'on nous colle toujours cette étiquette, on met toujours celui qui court le moins dans les buts et tout, alors que pas du tout, hein. Il y a énormément de gardiens qui ont eu beaucoup de compétences physiques et sportives. Et pour moi, c'est obligatoire que je dois avoir une condition, que je dois quand même montrer aux autres joueurs que je ne suis pas celle qui court pas, quoi. Effectivement, en plateau, ça réagit, hein. Je vois que Nicolas et Julien, ouais, c'est clair, le gardien, ça bosse quand même. Effectivement. Oui. Allô, c'est Ouais, bon. vas-y. Ouais, non, déjà, c'est le plus courageux. Hein. Parce que les ballons, ils arrivent vite. Hein. Donc, faut avoir un sacré réflexe. Hein. Ouais. Et ça peut faire mal. Ouais. On le dit, hein, souvent, les gardiens, ils ont peur de Il rien. ramasse. Tu ramasses, toi, Jelly? Ça fait mal? C'est vrai que oui, plus on grandit, plus on a des impacts qui vont de plus en plus vite. Moi, je suis gardienne depuis que j'ai 12 ans. J'en ai 20 maintenant. Depuis que j'ai 12 ans, ça a toujours été mon poste. Et j'ai jamais regretté parce que c'est vraiment quelque chose qui me permet de montrer que je suis là, quoi. Et c'est vraiment ce que j'aime dans ce poste. Par exemple, on peut voir la gardienne de Metz, Atadou Sako, qui montre tout le temps quand elle fait un arrêt qu'elle est là, qu'elle est présente, et c'est ce que j'aime. C'est vrai qu'on le voit souvent au handball. Moi, je suis allé voir Saint-Raphaël déjà plusieurs fois. Et la rage qu'ont les gardiens quand ils arrêtent un but en handball, c'est incroyable. Et quelque part, ils apportent une ferveur aussi à leurs coéquipiers. Et c'est vrai que c'est typique au handball, ça souvent. Ouais, Oui, il y a des sacrés personnages au handball, que ce soit masculin et féminin aussi. Si on prend Martini à l'époque, Omeyer, Cléopâtre Darleux, Laura Gloser et tout, ils ont une sacrée punch et tout, et il y a une aura qui ça dégage, et ça peut en plus galvaniser tout le reste de l'équipe, et ça relance des matchs sur un arrêt extraordinaire. Vraiment, le gardien peut faire toute la différence, hein, sur un match. Quand ton gardien est sur le match, ça peut vraiment tout changer. Ouais, exactement. Est-ce que quand on a 20 ans et qu'on intègre un club comme ça, comme Toulon, où tu vas jouer avec des femmes plus âgées, on sait qu'il y a une certaine prestance du coup à avoir en tant que gardien. Est-ce que ça te fait peur? Ou au contraire, c'est ça que tu recherches? C'est normal. J'ai envie de me dire que c'est normal d'avoir un peu peur. Mais moi, je me suis toujours dit que je vais rester courageuse. Et depuis petite, j'ai toujours joué avec plus grand que moi. Et c'est vrai que quand on joue avec plus grand, elles ont pas vraiment le temps d'aller doucement, on va dire. Donc, il faut vraiment se mettre au diapason. Mais je trouve que c'est un défi, c'est un challenge. Il faut être courageux, il faut l'accepter. À quoi ça ressemble une journée d'entraînement quand on est gardien, quand on a 20 ans, qu'il y a les études à faire, qu'il y a la vie privée à gérer, et en plus de ça, une carrière pro?
Alors, pour l'instant, j'ai pas encore commencé mon cursus de centre de formation, mais ma vie au pôle, en tout cas, au pôle Antilles-Guyane, je n'avais pas forcément le temps j'ai pas forcément le temps de me consacrer, on va dire, aux devoirs, aux études, etc. Et c'est ce qu'on reproche aussi beaucoup sur le système français, qu'on est, en tant qu'athlète et étudiant, on doit vraiment savoir gérer les deux, et c'est vraiment compliqué. Donc, Effectivement, bon, ça doit pas être simple pour toi, c'est sûr. Du coup, est-ce que pour toi, le choix de l'équipe joue sur le développement de ta performance? bien sûr, moi, je savais pas. Je suis arrivée en France il y a 2 ans, du coup. Mhm. J'ai en Haute-Vienne, en Nouvelle-Aquitaine. Et maintenant, désolée de dire ça, mais le Sud, c'est trop bien. Enfin, c'est pas désolée, mais Ah, j'aime beaucoup le Sud parce que j'aime beaucoup le c'est le soleil. lieu où... Ah, La ok. Nouvelle-Aquitaine, c'est le sud, non? Ouais. Je suis de Pau. Ouais. Ah, c'est vrai? Ah ouais. Non, c'est pas du tout le sud. C'est pas le même sud, hein, Si, quand Pau, même. c'est le Faut pas sud-ouest, exagérer. c'est à la frontière, c'est pas le même c'est à la sud. frontière espagnole. Mais c'est le C'est sud. même plus au sud qu'ici, je crois. C'est pas l'autre le- sud. Sur C'est la l'autre lèvre sud, mais voilà. c'est pas le même climat. C'est l'autre sud, mais c'est pas le même climat. Non, c'est clair. pas du tout. J'étais vraiment à Limoges, donc Ah ouais, c'était Limoges, pas... C'est pas la même chose. Ah, c'est le Ah, nord. c'est pas pareil, là. Ah, c'est le nord. On est Limoges, en Mais on phase. n'est plus dans le sud. Limoges là, ne non. faisait même pas partie de l'Aquitaine à l'époque. Mais non, Ouais, c'est la voilà. Nouvelle-Aquitaine, mais c'était le Limousin. Ouais, non, Ouais. c'est pas Donc pareil. ouais, non, tu parles Voilà. de notre pays. On va pas fâcher nos auditeurs un peu partout Non, en je France. Hein, plaisante. mais bon. Non, oui, c'est vrai, non, c'est très joli. Donc, Limoges est très joli. parlons de climat, ne Un gros disons club pas de sud. basket. Hein. Ouais. Et Alors- moi, j'ai fait des essais en janvier à Toulon. Et quand j'ai vu qu'il faisait 17 degrés en janvier, ça m'a convaincu tout de suite. Hein. Ah ben venant de Guadeloupe, en plus, on Ouais. imagine que... Oui, venant de Guadeloupe, c'est sûr, 17 degrés, t'as froid même. Hein. J'ai dit, oulala. Mais c'est vrai. C'est vrai, mais dès qu'il fait un peu plus chaud, ça me va. Ouais, faut pas qu'il fasse trop chaud quand même non plus après. Hein. Là, tu vois, là en ce moment, on réalise l'émission, il fait un peu chaud. Sur le Exactement. plateau, on Et on transpire se va avec sévère. les moustiques aussi. On voit qu'on est fin juin et en plus, il y a les moustiques qui sont arrivés là, la fenêtre ouverte. Enfin voilà, c'est les coulisses, c'est clair. Mais non, mais c'est sûr. Ok, très clair. Et tu penses que ta carrière, en rentrant dans un centre de formation, va prendre une ampleur autre? Qu'est-ce que tu espères en intégrant Le centre. Oui. Alors, pour tous les jeunes joueurs, l'objectif, on va dire, c'est d'intégrer un centre. Malheureusement ou heureusement, moi, à ma sortie de pôle à mes 18 ans, j'ai pas eu de centre de formation, mais j'ai eu un club. J'ai continué à travailler énormément pour rentrer justement en centre de formation, parce qu'on va dire que rentrer en centre de formation, c'est la voie royale, c'est la voie facile, c'est la voie qui va nous ouvrir beaucoup plus de portes. Donc, heureusement, j'ai continué à travailler et par mon club, grâce à ma visibilité en club, j'ai pu être contactée par Toulon. Donc, par la suite, j'espère signer un contrat pro, hein, en continuer à travailler et signer un contrat pro. Oui, très bien. Effectivement, on te souhaite surtout un très beau parcours, hein, c'est clair, hein, Mylène. Ouais. Bah oui, évidemment. Et tes rêves, donc les Jeux Ouais. Olympiques, on imagine que c'est, comme tu l'as dit, encore très très loin. Les championnats d'Europe, pourquoi pas? Est-ce que gardien, il y a plus de concurrence qu'un autre poste? Est-ce que tu as plus de chance du coup? Les gardiens, notre carrière, elle est beaucoup plus longue parce que, par exemple, là, en D1, en D1 masculine, on retrouve des gardiens quand même de 40 ans. Les carrières sont beaucoup plus longues, donc je me dis, qui sait, peut-être que si je continue dans 20 ans, où est-ce que je serai? Donc, on verra. Mais la concurrence, oui, elle est normale. Et c'est maintenant de plus en plus qu'il y a de gardiens, parce qu'avant, il y avait beaucoup moins de joueurs qui voulaient aller dans les buts, moins de joueurs qui voulaient faire gardien, parce que justement, on disait que c'était le poste ingrat. Mais non, enfin, heureusement, comparativement à un joueur de champ, j'ai pas beaucoup de concurrence. Il y a du monde, mais ça va encore. Ouais, mais il y a quand même quelques personnes, oui, c'était ça, hein, effectivement, l'idée. Quelle est la place du sport qu'on peut avoir dans les dom-toms français? Est-ce que les futurs champions sont suffisamment aidés, accompagnés à préparer une carrière? Comment ça se passe côté Guadeloupe? Alors, pour moi, je trouve que les athlètes, justement, venant des dom-toms, on n'est pas assez
on n'est pas assez aidé. Pour tout ce qu'on représente, je pense qu'on n'est pas assez aidé parce qu'il faut savoir que rien qu'en équipe de France de handball chez les filles, il y a au moins 4 athlètes qui viennent des dom-toms, Méline Nokandi, Coralie Lassource, Déborah Lassource. Il y a vraiment beaucoup d'athlètes qui viennent des dom-toms et c'est vraiment dur pour nous d'être loin de nos familles parce que, comme je disais, quand on a un coup de blues, qu'on vient de France, je ne sais pas si notre famille elle est à Brest, on est à Paris, enfin, c'est simple de... Oui, tu peux dire, allez, j'y vais, alors que là, oui, la Guadeloupe, voilà, ça parle Voilà. pas pareil, oui. Faut pas y aller sur un coup Nous, de on tête, avait hein. cet exemple aussi au basket. En fait, on avait beaucoup d'Antillais, justement. Ouais. Quand j'étais gamin, j'étais adolescent. J'étais en équipe de France aussi de ma génération. Et il y en avait qui venaient des Antilles aussi. Et en fait, ils ont pas grand-chose, non, là-bas. Ils sont pas aidés. Et souvent, ils partent jeunes en métropole parce que là, ils vont avoir plus de soutien, ils vont avoir plus de structures, plus de... Mais ils se retrouvent Voilà. seuls, Et finalement. c'est ça, c'est Ouais. ça qui est compliqué en fait. Nous, on avait à l'époque les frères Pietrus à Pau qui étaient venus, ils sont arrivés en claquette, ils avaient rien, et ils étaient jeunes. Et j'ai eu plein d'exemples, là je parle d'eux parce qu'ils sont connus, mais plein d'exemples d'Antillais qui sont arrivés très jeunes parce que malheureusement là-bas, ils n'ont pas forcément les structures pour. Et ils sont obligés de venir ici en métropole. Ouais, c'est compliqué parce que c'est loin de la famille et ça doit pas être évident. Puis là, on parle de basket, on parle de hand, mais les Antilles performent dans tellement de disciplines. C'est impressionnant. C'est dingue qu'il n'y ait pas d'accompagnement Ouais. et d'aide mis en place. Comme Ah ouais, si c'est là-bas, c'était un. Comme si c'était Un pas la autre France, pays. hein, Ouais. on pourrait Voilà. dire. Presque. Presque, ouais. Alors c'est vrai que que pourtant, pourtant, il y a des athlètes, des sportifs Magnifique. incroyables. Ouais. Ceci étant, il y a un seul centre, c'est l'INSEP. C'est l'INSEP, Où oui. tous les athlètes vont se retrouver. Le plus haut niveau, c'est à l'INSEP. Et c'est vrai qu'il faudrait qu'il y ait un INSEP là-bas. Et là où c'est Ouais, compliqué, là-bas, par exemple, sur Parce que rien, c'est ça Angélique. qui est compliqué. pour l'exemple du basket, ça serait compliqué, par exemple, de faire un club là-bas et qui jouerait avec le championnat de France. Ce serait impossible. Eh ben parce ouais, que c'est les ça, à cause des déplacements, distances, tu peux pas. Ouais. c'est impossible. Donc, c'est pour ça aussi qu'ils sont vachement isolés, que ce soit pour la Réunion, que ce soit même pour les Toutes autres, les îles, bien toutes sûr, les îles, en fait, qui sont loin. Mais même des terrains, on va dire, assez utilisables, en fait, parce que moi, j'ai grandi sur des terrains où c'était des terrains en tuf. Tu tombais à terre, tu avais quand même la marque du sol. Enfin, Ah oui, non, mais Non, même t'as au basket, aucune- c'est y a pas pareil. Mais d'infrastructure, il y a eu plein qui me racontent que c'est du béton, tu joues dans des salles en béton, et c'est. Et donc, c'est du coup, pas- justement, ils ont encore plus de mérite, Ben finalement, puisque les conditions sont bien plus dures, c'est finalement, ça, qu'en métropole. C'est ça, ouais, c'est bien sûr, c'est plus Et, dur. et malgré ça, on voit beaucoup d'athlètes, effectivement, des Antilles et des autres îles qui performent. Bien sûr, mais encore nous, même dans l'équipe de France, même là en basket, on a notre capitaine Audrey Caillol qui est guadeloupéen aussi. Et là, il est parti justement voir sa famille. Et il se prépare d'ailleurs, il est en Guadeloupe là en ce moment. Et on en discute, c'est pas évident pour lui non plus de revenir ici, même s'il a fait sa famille, il a créé sa famille ici en métropole. Mais c'est pas évident de faire tous ces allers-retours. Et puis là-bas, de toute façon, je sais qu'il va s'entraîner justement dans des gymnases ou sur des playgrounds en extérieur, qui sont pas forcément aux normes, on va entre guillemets. Comment tu expliques, Jelly, cette cuvée de champions, on va dire, qui viennent de Guadeloupe, de Martinique et d'autres îles? Est-ce que c'est le mental qui joue du fait de partir loin? Est-ce que... comment Ah, Jelly. comment j'explique? Ouais, on te perd un tout petit peu là. Oui, vas-y. J'ai pas très bien entendu la question. Ouais, justement, ça coupe un peu, ouais. Peut-être le réseau, je pense, avec la... Oui. Comment Vas-y. tu expliques que il y ait autant de champions en Guadeloupe? Est-ce que c'est le fait que tu partes loin de ta famille, donc il faut un sacré mental? Est-ce que c'est le fait d'être formé à la dure, on va dire, sur des terrains plus compliqués? Pour moi, c'est un peu des deux. J'ai beaucoup d'amis qui ont fait sport-études avec moi, qui me disent que là, ils sont en France, mais qu'on ne peut pas lâcher, qu'on ne peut pas abandonner, qu'on est parti pour une raison et qu'on rentrera pas sans avoir réussi. On rentrera pas sans atteindre l'objectif. Et c'est grâce à tout ce qu'on a vécu en Guadeloupe, en Martinique ou même en Guyane qu'on va réussir, en fait. Oui, il y a une motivation qui est doublée par cette distance aussi. C'est ça. On va réussir pour maman, papa, pour tous ceux qu'on a laissés au pays. Très bien, on se retrouve dans quelques petites minutes pour parler Jeux Olympiques et pour parler club, comité olympique, etc.
Pour ne rien rater des coulisses de votre émission, rendez-vous sur Facebook, Instagram et notre chaîne YouTube Faut qu'on en parle. Effectivement, on est de retour sur votre radio, c'est Faut qu'on en parle. Et là, on est vraiment clairement focus sur les JO, Mylène. Donc du coup, quelles initiatives spécifiques avez-vous mises en place pour soutenir les jeunes talents en vue des JO? Y a-t-il eu des demandes de l'État, par exemple, de mettre en place certains événements ou autres, Lucienne? Les jeunes talents, là, ça relève plutôt du Comité national olympique et des fédérations. Ce sont elles qui ont ces initiatives-là. Nous, au niveau d'un département, on essaye d'encourager d'abord les clubs à faire au mieux leur travail, mais on essaye aussi d'encourager les jeunes, c'est-à-dire qu'on met en place des opérations qu'on appelle valorisation, avec la presse, avec les jeunes prometteurs qui, pour les Jeux par exemple, ou ceux qui ont 15-16 ans, dont on connaît déjà des pré-résultats. Et là, on les encourage, on les fait venir, on les médiatise pour essayer de mettre un peu sur le devant de la scène, les mettre sur le devant de la scène, voilà, quoi. pour les faire repérer, puis aussi pour les encourager dans leur mission. Voilà ce qu'on essaye de faire au départ, en fait. C'est ça, c'est le départ. On est en lien avec les clubs qui ont repéré des jeunes, ils nous les signalent. Hein. Les clubs nous signalent les jeunes prometteurs, entre guillemets. Et à ce moment-là, nous, on les valorise. Julien, ça se passe comment, du coup, dans le club? Pas forcément d'action par rapport aux Jeux Olympiques. Après, le basket est quand même plutôt médiatisé aussi de manière générale. Après, les jeunes sont aussi pas mal biberonnés à la NBA, donc des fois, parfois un peu trop. Un peu trop, oui, parfois. On aimerait plus qu'ils soient biberonnés à l'Euroleague, enfin championnat européen et championnat de France, parce que c'est aussi un autre niveau et c'est un très très haut niveau aussi. Donc ils sont quand même assez sollicités, ils regardent, ils ont de même. Donc non, je pense que c'est plus après l'après-JO, voir ce que ça va donner et les répercussions qu'on va avoir sur nos futurs licenciés en septembre, à la rentrée. Et est-ce que le fait que ce soit une année olympique, il y a eu des événements qui ont été mis en place qu'on ne retrouve pas les autres années dans les clubs sportifs? Est-ce qu'il a fallu, je ne sais pas, organiser des concours à 3 points en plus On travaille sur les manifestations des journées olympiques, les semaines olympiques, etc. L'an dernier, par exemple, à l'initiative du CNOSF, on a organisé un concours entre les villes pour savoir quelle était la ville qui faisait le plus pratiquer de sport en comptant les minutes dans cette durée, etc. Et on a organisé un concours pour un peu booster les pratiques sportives dans les villes. Et alors, c'est laquelle? C'est laquelle? Il faut que je dise qui c'est qui a gagné. Bah oui. En fonction de la population, c'est Cavalère. Cavalère. On peut les féliciter. Et tu penses que du coup c'est un peu pareil en France, puisque au niveau des autres comités olympiques, oui. Alors c'est le CNO, le comité national avait organisé ça, mais nous on a mis un concours dans le département qui était primé, disons. Voilà. D'accord. Le CNO c'était juste pour la gloriole. Nous on a primé. Et est-ce qu'en Guadeloupe, Jelly, on retrouve des événements liés aux Jeux Olympiques? Parce que les Jeux Olympiques, c'est en France, mais la Guadeloupe, c'est loin. Est-ce que le peuple guadeloupéen se sent concerné? Je sais que pour la flamme olympique, quand elle est passée en Guadeloupe, il y avait eu énormément de monde. Et, mais je pense que c'est surtout suivre nos athlètes, on va dire. Par exemple, Teddy Riner, je sais qu'il est énormément suivi ici. Dans sa commune d'origine en Guadeloupe, on le suit énormément. Pour les athlètes, par exemple, comme dans l'équipe de France de handball, pareil, Méline Nokandi, Orlane Cana, etc. Je sais que partout, pour les adeptes de handball, on va les suivre. Et toi, est-ce que tu as pu suivre, je sais pas, des événements qui avaient dans le hand lié aux Jeux Olympiques sur ton île, avec ton sport et ton peuple? Pas particulièrement, c'était surtout les écoles qui, pour les Jeux, sensibilisaient beaucoup les petits pour montrer un peu l'alimentation du sportif ou l'hygiène de vie, etc. Du côté du Var, Lucienne, comment le comité olympique départemental s'est préparé pour les JO de Paris 2024? On imagine que ça n'a pas commencé cette année. Non, c'est un travail de longue haleine. Ça fait 3 ans qu'on y travaille. Et l'objectif principal, c'est d'intéresser les gens aux Jeux, d'intéresser la population au sport, effectivement. Alors, on n'est pas seul. Là, il y a eu un certain nombre de labels qui ont été attribués par le comité d'organisation des Jeux qui marchent fort. Les labels pour des communes qui s'appellent Terre de Jeux, des labels pour les écoles qui travaillent sur les Jeux Olympiques, qui font du sport, mais qui travaillent aussi sur l'aspect culturel des Jeux.
qui peuvent travailler sur l'histoire des jeux, sur les différents pays, etc., pour intéresser les enfants. Au niveau culturel, il y a un label d'ailleurs qui est un label culturel et sportif en même temps, qui est attribué à des communes ou à des projets spécifiques qui soulèvent quand même un intérêt pour les jeux, forcément, à travers tout le travail qui est fait. André Guignard, il y a un musée qui a raconté l'histoire du rugby, l'histoire du foot, sur la commune, des choses comme ça, et qui intéresse la population, du coup, au sport en général et du coup aux jeux. Alors, on a parlé plus de sport et plus de jeux ces derniers temps, quand même, ces dernières années même. C'est vrai que Terre de Jeux, ça fait un petit moment qu'on en parle. Ah oui, mais là, ça marche très très fort, hein, effectivement. Et ce qui est intéressant, ça déborde le cadre des jeux, mais ce qui est intéressant, c'est que dans ces labels, on a suscité des coopérations entre les communes, les écoles, entre le monde sportif, le monde olympique et les écoles, et le monde et l'éducation nationale. Et ça, c'est intéressant. Il y a eu des coopérations très intéressantes qui se sont développées à ce niveau. Et sans donner de nom, mais est-ce qu'il y a des communes ou des villages qui ont dit non, on ne fait pas ça, on ne s'est pas intéressé? Non. Il y en a très peu. Il y en a très peu. Si ça vous intéresse, j'ai porté la carte des labellisés dans le Var, mais c'est pas pour la radio, c'est pour vous. On regardera. On regardera après. Voilà. Non, il y a. Lorsqu'on est allé les voir, parce qu'on a mis en place aussi tout un réseau de communication pour ça, il y en a très très peu, même voire pas. Je vois pas. Qui a refusé? Pas de nom. Non, mais peut-être une. D'accord. Allez. Ça va. Non, mais franchement, au contraire, ça a dynamisé même tout le Haut-Var. Oui, parce que moi, de mon côté, j'ai l'impression que ça a mis du temps à arriver. C'est cet état d'esprit des jeux, en fait. Nous, ça fait 4 ans qu'on se prépare. Et j'ai l'impression que ça fait que un mois que d'un coup, hop, il y a les jeux. Donc, et encore, on en parlait avant. Et moi, je me dis, putain, mais ils vont pas en parler. Ils en parlent pas. Et pourquoi on n'en parle pas? Ça va être chez nous. Ça fait plus de 4 ans qu'on avait prévu cette émission, Mylène. Oui. Il y a au moins 3 ans. On n'en parle pas plus. Alors, c'est sur les médias. Effectivement, parce que effectivement, c'est un travail un peu souterrain qui a été fait en fait auprès de la population, auprès des enfants, etc. Mais un travail souterrain, ça finit par payer un jour quand même. Oui, mais pour l'instant. Oui. À date, en tout cas, on n'entend pas beaucoup parler. D'accord, mais certes, on a une actualité compliquée en ce moment dont on va pas parler là. Mais regardez l'enthousiasme pour la flamme olympique. Oui, s'il n'y avait pas eu ce travail souterrain, on n'aurait sûrement pas eu tout ce succès de la flamme, parce que c'est souvent des choses. Voilà, faut faire attention à ce qui se voit et à ce qui se voit pas aussi. Il faut faire attention. Et justement, en parlant de la flamme olympique, qu'est-ce que ça a apporté à la France et aux villes? Du point de vue du public, tout cet engouement, est-ce que ça y est, on s'est dit, c'est officiel, les Jeux sont vraiment en France? Est-ce qu'il y a eu une prise de conscience? Je crois que c'est l'essentiel, c'est le plus important, effectivement. Là, pour l'instant, on ne voyait pas arriver, mais avec la flamme, effectivement, c'est du concret. C'est du concret à travers tout le travail qui a été fait. Voilà. Je pense que là, on mesure quand même ce travail de fond qui a été fait. Et pour les athlètes, ça représente quoi? On a entendu du coup que toi tu as apporté la flamme olympique. Oui, ça faisait partie du rêve un peu, c'est le début du rêve. Complètement, surtout que quand je l'ai porté, c'était fabuleux, mais comme je disais, cette ferveur, je l'ai senti en fait quand ils ont annoncé les 100 jours. Il y a eu une communication là-dessus, et c'est là où vraiment je me suis rendu compte que ça y est, on est en train de parler des Jeux en France, à Paris, et alors que en fait, moi, c'est mon côté, c'est de mon côté. J'ai l'impression que ça a mis du temps à parler de tout ça. J'ai l'impression que voilà, c'était on en parlera au dernier moment. Et encore maintenant, il y a de l'actualité qui est différente. Mais j'ai trouvé que ça a mis du temps qu'on parle autant de ces Jeux. Mais sinon, oui, en tant que sportif, pour la flamme, c'est magnifique. Ça n'a rien à voir, c'est pas du sport, mais c'est un peu un aboutissement. C'est la symbolique en fait. Oui, et de savoir que je vais faire les Jeux, parce que quand j'ai porté la flamme, je savais, on venait de se qualifier 3 semaines avant. Donc elle a pris encore plus de saveur. En fait, ça fait pratiquement plus de 6 mois que je savais que j'allais faire la flamme. Mais je savais pas si j'allais faire les Jeux. Exactement. Donc en fait là, ça a une saveur particulière je suis qualifié, en plus je vais porter la flamme. Donc tant mieux finalement de l'avoir su avant de la porter. C'est encore mieux finalement. C'est encore mieux. Du coup, ça t'a donné notre envie, notre ferveur. Exactement, plus de fierté en tout cas, et de porter cette flamme, et voilà. C'est-à-dire tu la portes, et en plus tu vas essayer de gagner pour la France, pour l'équipe, pour tout le monde. On va pas essayer, on va gagner. Bien sûr. Moi je connais plusieurs personnes qui ont porté la flamme, franchement, ils sont aux anges d'avoir porté la flamme. Oui, alors que c'est juste le symbolique, parce que c'est juste un torche avec une flamme c'est quand on prend du recul, on se dit faut pas exagérer, mais en fait c'est tout ce symbolique qu'il y a autour de tout ça, et cette ferveur que... C'est toute cette symbolique, cette flamme qui a été allumée
allumé là-bas, Ouais, en bon, après Grèce, qui est subdivisé, ouais, certes, après, mais elle c'est vraiment, s'éteint pas, en fait. c'est vraiment, non, il éteint Ouais, pas, je c'est sais, je vraiment sais. plein de petits, Elle est subdivisée, enfin, elle s'éteint lanternes, jamais, petites quoi. lanternes, en fait, Il n'y a que la lanterne qui ne bouge pas. et Oui, que la c'est ça. lanterne, exactement. Oui, parce qu'il y a des gens aussi qui se sont posé des questions. Comment ça se fait que la flamme peut être à je sais pas, 10h10 à tel endroit et puis à 100 km plus tard à 10h20? Ouais, parce qu'il y en a plusieurs. Ouais, il y en a qui Il y se en sont a posé des plusieurs. questions. Il y en Ouais. a plusieurs. Mais oui, la réponse, c'était ça. La vraie flamme, elle est dans un. Ah, la vraie? Il y a une vraie qui est Il y a vraiment. une vraie. Ok. Il y a une vraie Enfin, qui est. l'original qui a pas été- L'original qui est dupliqué. dans un flambeau qui est isolé, etc. D'accord, et c'est celle-là qui va allumer la vasque. Qui a fait la traversée Ok. sur le bateau, etc. Mais C'est celle-là. c'est Ok. celle-là. Et après, on a rallumé d'autres flammes. Enfin, on a dupliqué la flamme C'est pour ça. la Ouais, porter. c'est ça. Et ça sera probablement celle qui a été portée qui va allumer la vasque principale. Ok. Et toi, Julien, qui t'implique énormément dans le sport, porter la flamme, ça faisait pas partie de tes Elle rêves? va être sélectionnée. C'est dur. Après, sur un niveau un peu plus petit, plus bas et tout, non, oui, c'est vrai que ça aurait été. Je pense. Après, parce qu'on représente aussi un pays. Je pense que Nicolas, il va vivre des sensations. Peut-être au-delà même d'un championnat du monde ou d'un championnat d'Europe, parce que là, c'est en France en plus. Ah ouais, alors, Représenter son pays. Dans son propre pays. Ouais, Enfin, je trouve que c'est. Ouais, ça doit être. Ouais, puis nous, au basket, on a la chance avant chaque rencontre, on a la Marseillaise. Donc, déjà, on a Ouais, 4. c'est vrai. C'est cool Ah ouais, ça. avant chaque rencontre, déjà. Donc donc, déjà, ça stimule. on a 3 D'entrée matchs de de jeu. poule, plus les quarts de finale sur 2 jours après les classements. Donc, on a 5-6 matchs. 5-6 fois, on aura la Marseillaise chez nous. Ouais. donc à déjà, Bercy. Donc, ça va. Les matchs seront tous à Bercy? Non, Tous à Bercy, ouais. tous à Bercy. Tous à Bercy. Ouais. Donc, oui, il y aura tout un. Je comprends ta hâte, en fait, d'y être. C'est ça, là, j'en ai marre. ça, mais c'est bien, il en parle ce soir. Exactement, mais Ouais, c'est pour ça que je fais plein de choses à côté parce que c'est difficile au quotidien d'y penser parce que on y pense tous les jours et c'est logique. Ouais, c'est sûr. Et toi, Jelly, t'as pu participer à la flamme olympique en Guadeloupe. Est-ce que t'as pu porter la flamme, toi, qui est sportive et qui rêve d'être JO? Non, pas du tout. Je pense encore que moi, je reste encore en espoir. Et je n'ai pas du tout porté la flamme. J'ai juste vu à la télé le parcours de la flamme olympique. Mais on parle de la flamme olympique, mais moi, je pense surtout au porte-drapeau. Comment le fait de porter le drapeau de toute une délégation, moi, je trouve ça vraiment incroyable. C'est notre étape, ça. Ouais, C'est encore le autre niveau chose, ça. au-dessus, ça. C'est le niveau. C'est encore le level au-dessus. Ouais. Déjà, il faut avoir performé, c'est pareil. Il faut avoir performé pour être porte-drapeau. Il faut avoir déjà fait une médaille. Il faut avoir Ouais, déjà fait un ouais. résultat dans une Olympiade. Donc, du coup, tu vas pouvoir quand même défiler, toi. Oui, moi j'ai fait Voilà. la cérémonie d'ouverture. C'est quand même déjà et- énorme. Ouais, c'est énorme. Tu vois, Il faut même si avoir tu portes pas gagné le drapeau. déjà une médaille pour être Ah ouais porte-drapeau. Ouais, Eh pour oui, le porte-drapeau, oui, ouais. oui. Ouais, c'est les règles. Bon, bah, Assez strict. Hein. ça te Après, c'est normal aussi, je pense. C'est mon point de vue, hein, mais je pense que c'est normal aussi que ce soit quelqu'un qui ait déjà performé dans cette. Non, mais déjà, t'imagines, il y aura le porte-drapeau, toi, tu seras derrière en train de. Oui, c'est c'est quand clair. même déjà énorme. Bien sûr. Maintenant, il y a 2 porte-drapeaux, ça fait 2 chances en plus. Ouais. Ouais, Non, mais le porte-drapeau, c'est une sacrée récompense quand même. Une Bah sacrée ouais. valorisation aussi. Ouais. Et bien sûr. Bien sûr. Est-ce que du côté des clubs, le fait que les Jeux Olympiques soient en France, il y a eu des subventions en plus? Est-ce que du coup, on les aide plus pour former encore mieux, peut-être Ah, c'est jamais, sujet, hein, sujet tabou. Sinon, on sait jamais, quand on parlait de l'altitude, non, c'est- Ouais, tu vois, en altitude pour faire des globules rouges. Alors, on va rappeler l'altitude, Caroline. quelle altitude? Tu vas en prendre l'altitude pour faire des globules rouges jusque non, visiblement, je pense que non, il n'y a pas de. Non. Non, pas spécialement. Je vois Lucienne qui disait. Non. Et Non, les pas clubs spécialement. associatifs, du coup, comme Sanary, comment ils font pour vivre et comment ils font pour... Ouais, tu avoir les représentes tous les moyens clubs de France ce ouais. soir. Et alors, les clubs de tous les sports, même, hein, Alors, si effectivement. on aborde ce problème-là, ça va être compliqué. On en a. Surtout qu'on Disons arrive bientôt au bout de disons l'émission. que, ben non, on peut le dire, c'est Ouais. c'est la réalité aussi. Pendant des années, des dizaines d'années, les clubs ont vécu de subventions, que de subventions, des mairies, etc. Et ils n'ont vécu que de subventions de mairie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une évolution très importante où ils doivent se débrouiller pour trouver des financements ailleurs, avec des sponsors, avec répondre à des appels, à des projets, des appels à projets, etc. Et ça demande aussi un travail administratif beaucoup plus important. Et nous, on essaye de les former là-dessus, justement, pour qu'ils en sortent mieux, pour les aider, parce que c'est très compliqué. Souvent, les gens qui arrivent dans les clubs sont d'anciens sportifs, où ils ont suivi leurs enfants, tout bêtement, mais ils sont pas préparés à ce travail. Et c'est vrai que c'est quand même un peu compliqué pour eux. Voilà. Oui, c'est un travail à part entière et tout. Et c'est vrai qu'on n'est pas forcément formé dans ça. Enfin, pendant longtemps, en effet, les clubs, c'était convivial, c'est pour certains familial. Donc, c'est un fonctionnement assez facile, les subventions, etc. Mais c'est vrai que maintenant, les subventions, elles ont un peu diminué au fur et à mesure des années.
Et même si à Sanary, ça reste constant. Et ça dépend des villes aussi. Et ça dépend des municipalités. Et en tout cas, la mairie de Sanary, elle nous soutient et on a de très bons rapports avec eux. Mais on est quand même obligé d'aller chercher des moyens financiers autres que subventions publiques. Donc c'est un travail presque quotidien, de longue haleine, parce que il faut aller sur le terrain, il faut démarcher. Mais c'est pas parce qu'il y a les JO cette année qu'il y a eu du plus. Voilà, clairement pas. Non, pas plus. Non. On aurait aimé, mais non. Mais c'est pas grave. Après, ça donne une autre dynamique. Et il faut dire que le sport, ça coûte aussi de plus en plus cher, tout bêtement. Aussi. Autrefois, ils mettaient n'importe quel vêtement. Maintenant, il faut des tenues pour ça, chaque club, des choses comme ça, tout bête. Mais ça suppose des frais plus importants aussi, tout bêtement. Et donc, effectivement, il faut se débrouiller. Parce que maintenant, il y a plus la communication autour de l'image, avec les réseaux sociaux, etc., qu'il n'y avait pas avant. En fait, il y a 20 ans, il n'y avait pas tout ça. Complètement. Le prix des licences, cette année aussi, a augmenté pour beaucoup de clubs. C'est à cause des Jeux Olympiques. Parce que beaucoup pensent que toutes les licences, ça va dans la poche du club. C'est pas forcément le cas. Il y a aussi la fédération, loin etc. Loin de là. Non, du tout. Oui, c'est vrai que des fois, il y a un peu cet amalgame où sur un prix de licence, je vais donner juste un exemple, hein, c'est pas de 200 €, les 200 € vont au club. Non, ça serait bien, mais c'est pas le cas. Sur 200 €, il y a la moitié pratiquement qui part sur le comité, la ligue et la fédération. C'est ce qui est normal aussi. Et le reste, après, ça reste au club. Donc on peut pas non plus augmenter trop parce que sinon plus personne ne peut pratiquer de sport et c'est pas l'objectif. C'est quand même que tout le monde puisse pratiquer un sport. Donc on essaye mais on a aussi derrière des frais de fonctionnement, des frais d'engagement d'équipe, de championnat et tout. Donc, tout ça a des coûts qui sont budgétisés. Mais voilà, non, ça n'a pas augmenté plus que ça. Alors, on aurait pu penser, ou on se dit, l'année prochaine, parce que peut-être qu'il va falloir qu'on paye ou rembourser les JO, mais ça, c'est plus entre nous, mais non, c'est pas le cas, et non, ça n'a pas augmenté plus que ça. Je crois qu'il faut faire la distinction quand on parle de licence. Quand on demande une cotisation à quelqu'un dans un club, il y a deux choses. Il y a la licence sportive qui va souvent à la fédération et l'autre partie, c'est pour le fonctionnement du club. Il faut différencier les deux. C'est vraiment deux choses différentes. Il y en a une, c'est une obligation pour faire du sport, c'est la licence. Et l'autre, c'est une adhésion volontaire à un club. C'est participer au fonctionnement du club. Parce qu'on reste associatif, la loi 1901. Donc, voilà. C'est la loi de 1901. C'est ça. Et on est en 2024, c'est un sujet primordial. Est-ce que, Lucienne, tu sais comment les infrastructures sont pensées pour minimiser tout ce qui est impact environnemental? Parce qu'on en a entendu beaucoup parler. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème parce que si on commence à parler des équipements sportifs, c'est difficile. Parce qu'effectivement, on a des équipements qui datent de certaines époques, qui n'ont pas été du tout pensés pour cet environnement. Et les nouvelles normes, quand même, le prennent en compte. Les nouvelles normes le prennent en compte, mais les équipements passés existent et c'est plus compliqué de les mettre. Il paraît qu'au jeu, on a fait très attention à ce qu'on a construit. Mais je ne suis pas allée voir les détails. Mais je dis qu'on a fait un gros effort là-dessus. Sans aller plus. Et les infrastructures construites pour les Jeux Olympiques vont resservir à des clubs ? Apparemment, oui. Apparemment, tout ce qui a été construit va resservir, y compris le village olympique, si j'ai bien compris. Oui, le village olympique, apparemment, va être... qui va être servir de logement après. Donc ça, c'est intéressant, c'est une bonne idée. Parce qu'on a vu des équipements d'anciens Jeux olympiques partir en décrépitude. Et ça, c'est très dommage. C'est vrai. Et ben voilà, on va arriver au terme de notre émission principale de Faut qu'on en parle. Ça passe à une vitesse folle, hein, c'est clair. Ne manquez pas, bien évidemment, après Faut qu'on en parle la suite pour rentrer un petit peu plus dans les coulisses. Eh bien, nous avions donc en plateau pour cette superbe émission autour des JO 2024 Lucienne Roch. Merci Lucienne d'être venue. Tu es présidente du comité olympique et départemental du Var. Bonsoir. On a aussi Jaili Belli qui est joueuse et gardienne de handball, faisant son entrée au centre de formation de Toulon Métropole Handball. Merci. Beaucoup. Nous, on avait Nicolas Jouancer qui est membre du club de hier handi-basket et joueur sélectionné bien évidemment pour l'équipe de France. Bravo. Merci, c'était un plaisir d'être avec vous ce soir. Et enfin, on a Julien Geoffrey qui est président du Sanary Basket Club. Merci. Merci.
Eh bien voilà, c'est impeccable tout ça. J'espère que cette émission vous a plu. Dans quelques minutes, ne manquez pas, ou vous ne manquez pas sur notre site internet aussi, www.fautquonenparle.fr, les coulisses et la suite un petit peu pour Faut qu'on en parle la suite, puisqu'on va aller un petit peu plus profondément pour 20 minutes de bonus avec nos invités en plateau. On se retrouve très très vite. Oui. À bientôt. Bye Bye bye. bye.